Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que du coup c'est le premier hors-série que je vais faire. Cette fois-ci c'est moi qui me fais interviewer et je me fais interviewer par François qui host aussi un podcast qui s'appelle La Voix des Grimpeurs, donc du côté québécois de la francophonie. Et ça m'a fait très plaisir du coup de faire cet épisode pour toujours partager un maximum de contenu avec vous les auditeurs. Donc on est rentré en détail sur pas mal de sujets, notamment l'entraînement comme d'habitude, un peu le mindset, les bonnes habitudes à avoir, nos parcours, etc. Je vous invite à aller checker le podcast de François, La Voix des Grimpeurs, qui permet aussi de découvrir une autre facette du monde de l'escalade, parce que François il a interviewé vraiment beaucoup de personnes, je crois qu'il en est à la saison 3 là d'ailleurs de son podcast, mais voilà, ça fait toujours plaisir en fait de participer à cette création de contenu sur l'entraînement en escalade, sur l'escalade de manière générale, de vous passer le maximum de valeur. Et j'en profite aussi pour faire le petit instant promo. Donc comme vous savez, moi je suis coach, voilà, c'est mon métier, et si jamais vous avez des problèmes dans votre pratique, que ce soit des douleurs, que vous stagnez, vous êtes à un gros plateau, vous savez plus trop sur quel levier actionner pour relancer votre progression, je propose un service d'appel qui est totalement gratuit. Donc voilà, le premier appel est gratuit. Vous pouvez réserver un créneau via le lien qui est dans ma bio Instagram, donc dans le Calendly. Donc ce premier appel, il est totalement gratuit et souvent, en fait, il me permet de comprendre vos attentes, vos problématiques, que je vous donne déjà des axes d'amélioration sur lesquels vous pouvez travailler avant d'éventuellement partir sur un suivi beaucoup plus personnalisé. Donc je vous laisse sans plus tarder avec l'épisode et j'espère que cette hors-série numéro 1 vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, etc. L'abonnement, le pouce bleu, le partage sur YouTube, les commentaires si vous avez des questions. Mes DM sont ouverts aussi sur Instagram si vous avez des questions sur l'entraînement, sur l'escalade en général. Et je vous souhaite une bonne écoute. Good. Donc, bon matin ou bon après-midi, dépendamment de où vous écoutez le podcast d'aujourd'hui, donc sur la Voix des Grimpeurs podcast. Comme je l'ai dit tout le temps, en fait, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Ça va être aussi d'éduquer, comme sur cet épisode qui suit, la majorité des grimpeurs sur tout ce qui est entraînement, sur tout ce qui est aussi la progression en escalade, puis le coaching en escalade. Puis ça va être aussi d'inspirer un maximum de personnes avec notre magnifique sport qui est en expansion, qui est l'escalade. Donc aujourd'hui, épisode avec dans la francophonie européenne avec Léo Pazek, qui est coach en escalade. Ah oui, puis en passant, je l'ai pas encore dit. Je le redis en fait à chaque début d'épisode, mais si vous aimez le show, la meilleure façon de nous aider, c'est de partager le contenu, c'est de nous donner des 5 étoiles sur les balados diffusion. Puis je pense que honnêtement, j'ai eu une discussion avant podcast, puis dans la dernière semaine, en fait, avec Léo, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de nuggets là, que vous allez pouvoir retirer de cet épisode-là. Donc aujourd'hui, on va parler de cycle d'entraînement, on va parler de force de doigt. Fait que si vous voulez progresser aussi dans votre escalade, je pense que d'écouter un coach que ça fait déjà plusieurs temps en fait, qui fait du coaching parler, ça va être super intéressant. Donc bienvenue Léo sur l'épisode d'aujourd'hui. Salut François et salut à tous les auditeurs. Merci de m'accueillir, c'est super sympa. Et comme tu dis, côté francophone, je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse croiser un peu les Ouais. visions et tout. Donc, top. Yes, fait que parle-moi de. Tu sais, je sais que tu sais, toi aussi, tu as un podcast en escalade qui est vraiment axé sur l'entraînement qui s'appelle le Vertical Podcast. Fait que s'il y a des gens C'est ça. dans l'auditoire qui veulent aller se nourrir puis s'abreuver encore plus d'informations sur le training en escalade, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir. Mais parle-moi un petit peu de comment toi, tu as commencé l'escalade puis de ton parcours en général par rapport à ça. Alors du coup, moi j'ai commencé par hasard. Alors d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller écouter l'histoire en entier, c'était dans mes tout premiers podcasts, c'était avec Jérémy. Je crois que c'est le podcast numéro 2 ou numéro 3, où vraiment on détaille tout notre parcours sportif, on va dire, depuis la naissance jusqu'à comment on s'est retrouvé Ouais. à l'escalade ou quoi. Euh, mais voilà, pour ceux qui veulent faire court, et je vais faire court là maintenant tout de suite, j'ai commencé un peu par hasard en 2017. Mhm. C'était ma première année d'études supérieures. Et en fait, je me suis retrouvé par hasard dans la spécialité escalade à cause d'un problème administratif, pour faire hyper simple. Il y avait plus de place
je devais aller en spécialité fitness, donc tu sais, salle de sport, enfin le gym classique, on va dire. Euh, donc ouais, voilà, en mode bodybuilding, on va dire. Et je me suis retrouvé en fait sur la liste d'attente parce qu'il y avait plus de place. Et en fait, du coup, il restait de la place en escalade. Et je me suis dit, bah pourquoi pas y aller. Je connais pas du tout l'escalade. Et après, en fait, bah, je me suis vraiment passionné par le truc. En fait, je me suis dit, waouh, en fait, c'est incroyable parce que il y a ce côté entraînement où tu peux t'entraîner tout seul. Il y a ce côté social où tu grimpes avec d'autres personnes. Hmm. Juste, bah voilà, c'est très social, c'est hyper addictif aussi. De toujours vouloir faire un bloc plus Ouais. dur ou une voie plus dure ou plus de séances. Enfin voilà, il y a ce truc-là où c'est hyper satisfaisant. Donc voilà, ouais, ça doit faire à peu près ouais, 6-7 ans du coup que je grimpe là du coup, parce que Mhm. ouais, septembre 2017, ouais, ça doit faire ça, 7 ans à peu près. Et Ouais. ma première année, c'était un peu de la découverte où en fait j'ai commencé par de la diff du coup, donc La voix. lead climbing du coup, Ouais. c'est ça exactement, en intérieur parce que du coup je connaissais pas du tout le sport et puis bah à la fac c'était en intérieur. Et voilà, en fait, la première année, j'étais un peu en touriste, on va dire. Je continuais aussi bah, d'autres sports à côté. Je me suis pas passionné tout de suite, mais tout de suite, j'ai accroché, on va dire. Tout de suite, Mhm. je me suis dit, j'aime bien l'escalade, quoi. Je sais que je vais en faire plus tard. C'est pas juste pour les cours ou quoi. Et à partir de ma deuxième année, du coup, là, je me suis vraiment dit, OK, il y a une salle à côté de chez moi. C'était à 10 ou 15 minutes en vélo à peu près. Et du coup, je pouvais y aller en vélo. Et ça m'arrivait même des fois de sécher les cours pour aller à la salle. Et, Classique. euh, et ouais, exactement. Et au final, je regrette pas du tout vu le parcours que j'ai eu au final. Et, euh, et donc voilà, donc j'allais à la salle, j'ai pas de souvenir, mais peut-être aller 5-6 fois par semaine. Enfin, je me reposais quand j'avais mal au doigt en fait. Et c'était pas du tout les bonnes pratiques. Non, Et après, exact. en fait, via mes études, bah du coup moi j'ai fait un master STAPS, donc c'est des études de sport en France. Et du coup bah avec ce master, ça me donne le droit de bah, d'être coach en fait tout simplement. Mhm. Et je me suis dit bah voilà, je veux en faire mon métier. Bah j'aime ça en fait, aider les autres à progresser. Et donc, ouais, voilà, j'ai vraiment commencé à m'entraîner, du coup, dans cette optique-là de devenir coach plus tard, à ma deuxième année d'escalade. Mhm. Et j'ai progressé assez vite, mais en faisant des erreurs classiques de bah, s'entraîner trop intense, pas assez de Ouais. repos. Et du coup, très vite, j'ai eu pas mal de petites blessures. Alors après, je suis jamais allé me faire diagnostiquer, etc. C'est vrai que je le dis tout le temps dans les podcasts, allez voir des spécialistes, etc. Mais au final, en fait, c'est tellement long et c'est tellement contraignant que bah, des fois, en t'auto-diagnostiquant et juste en ayant un peu les bonnes Ah pratiques, ouais. tu peux réussir à savoir un peu ce que tu as comme blessure, OK. etc. Et en y réfléchissant, parce qu'à l'époque, je connaissais pas du tout l'anatomie spécifique au niveau des doigts, Mhm. bah, j'ai eu beaucoup de blessures au niveau des doigts, notamment, je pense, pas mal de petites poulies partielles où vraiment, tu sais, je tirais trop fort sur les prises parce que j'étais assez fort en traction. Donc vraiment, c'est le fait de tracter. Ouais. Mais j'avais les doigts bah, super faibles parce que bah, j'avais jamais fait de sport de préhension, quoi. Et donc du coup, bah, ça m'a coûté pas mal de temps de non-progression, on va dire. Je dirais Ouais. que de, entre l'année numéro 2 et l'année numéro 3 j'ai pas trop progressé au final et c'était assez frustrant parce que je m'entraînais beaucoup, mais je progressais pas. Et à partir de mon année, du coup, numéro 4 je crois, ouais, c'est ça, entre la 3 ouais, voilà, entre la troisième et la Mhm. quatrième année, en fait, j'ai complètement changé mon approche et j'ai commencé à beaucoup me bah, documenter, que ce soit bah, via les études scientifiques, via les livres, les podcasts, enfin voilà, même les formations, etc. Mhm. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que bah, moi, mon problème, c'était que je m'entraînais trop et trop intense, de manière trop Ouais. fréquente par rapport à ma capacité de récupération. Et du coup, en fait, j'ai complètement changé ma méthode d'entraînement. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu de blessure. Les OK. seules blessures que j'ai eues, c'était je me suis fracturé le talon, mais c'était sur une chute, donc bah, voilà, tu contrôles pas trop. Mhm. Et après, c'était juste des petites douleurs après des compétitions, tu vois. Enfin, tu forces trop pendant la compétition, t'as des petites douleurs, mais voilà, 2-3 semaines après, t'as plus rien. Voilà, j'ai jamais eu de blessure depuis, donc je dirais que ça doit faire à peu près 3 ans, voire peut-être 4 ans que j'ai pas du tout de OK. blessure. Je m'entraîne beaucoup plus fort qu'avant en termes de charge, etc. Ouais. Sur les exercices, mais par contre, bah, de manière beaucoup plus intelligente. Et voilà, en fait, j'ai mis en place ma méthode où je sais en fait de quoi j'ai besoin. Est-ce que je dois augmenter ma force, mon endurance, ma résistance, etc. Pour progresser et atteindre mes objectifs. Et en plus, bah, on va y revenir dans le podcast, mais c'est un point qu'on va aborder un peu ces Ouais. objectifs-là, parce que bah, toutes les personnes sont différentes et en fait, l'escalade c'est tellement vaste que tu peux pas juger quelqu'un juste en disant ah mais il fait des tractions, mais il a pas besoin de ça, ou je Hmm. sais pas quoi. En fait, ça dépend de tellement de facteurs que tu peux Ouais. pas juger quelqu'un. En fait, si t'as pas le
le tableau en entier, quoi. Tu sais pas c'est quoi son passé sportif, tu sais pas c'est quoi ses objectifs, tu sais pas s'il a des antécédents de blessures. Enfin voilà, peut-être que ça le motive aussi de faire certaines choses. Je dis un Mhm. truc au pif, t'aimes bien faire du deadlift par exemple, tu sais du soulevé de terre. Ouais, Bah, peut-être que c'est pas optimal pour ta progression en escalade, mais peut-être que si t'aimes bien faire ça et que t'aimes bien forcer là-dessus et que tu trouves ça ludique, si tu le fais de manière réfléchie, bah, ça peut être hyper intéressant dans une optique de prise de force, par exemple. Mhm. Mais voilà, c'est pas en faisant du soulevé de terre que tu vas grimper du 8B bloc, enfin Exact. en faisant que du soulevé de terre. Non, exact, Mais c'est ça. mais si tu grimpes déjà du je sais pas du 8A et que tu veux faire un peu de force et que le soulevé de terre ça te motive, peut-être que c'est ce qui peut te motiver assez pour passer à la cotation supérieure parce que à côté tu mets d'autres choses en place qui te permettent Exact. de rester focus. Donc voilà, moi en fait j'ai surtout voilà développé un peu cette méthode-là bah, via mon entraînement perso. Et en fait Mhm. j'ai pas vraiment l'impression de stagner bah, depuis que j'ai mis ça en place parce que en fait c'est vraiment des hauts et des bas et ça dépend des saisons, ça dépend des objectifs, des compétitions et après tu vois pour parler purement en termes de cotation Ouais, en extérieur parce ça, que c'est dans ça mes m'arrive prochaines de questions, justement, grimper. ouais. Ouais, ça m'arrive du coup bah, de grimper un peu en extérieur, beaucoup plus maintenant où j'essaye de me focaliser un peu plus là-dessus. Ouais. Mais en gros, mon niveau de bloc actuellement, c'est, on va dire, à la séance, et si j'y vais vraiment en mode pas trop pour performer, on va dire, je peux peut-être Mhm. faire à peu près n'importe quel 7B en bloc, je parle, donc Fait ça que là, doit être V, ça doit si être je fais la V8. transaction, c'est ça exact. J'ai comme mon, pour les gens qui nous regardent sur Ouais, YouTube, là, moi, j'ai dans mes favoris, dans mes photos, une genre de transcription là, des cotes, là. Fait des que cotations. 7A, 7, c'est, 7B, ouais. ça doit être Ah, 7B. V8, je C'est ça, pense. c'est V8, exactement. C'est ça, c'est Ouais, V8, voilà. ouais. Ah, c'est nice. Donc ouais, ça doit être ma cotation, on va dire. Voilà, peut-être pas flash parce que bah je suis très mauvais pour flasher les blocs, mais on va dire allez en quelques essais c'est assez facile on va dire. Ouais. Après ça dépend de plein de facteurs, mais voilà c'est à peu près mon niveau. Et ma plus grosse cotation, je l'ai fait récemment, c'était un 7C+, donc un V10. Je sais pas s'il veut V10, ouais, dire exact. C'est V10 ça, ouais. ou V10. Ouais, c'est V10. Mais tu sais genre mon cerveau il veut parler en français, mais du coup les V10 comme je les entends tout le temps en anglais dans les podcasts, je sais Ouais. pas, ça fait bizarre. Mais donc voilà, j'ai fait mon premier 7C+ il y a pas longtemps et après bah, j'ai fait un petit peu de voie en extérieur donc de la lead climbing du coup. Mhm. Et j'ai juste validé un seul 8A donc alors ça je connais pas du tout les transcriptions, ça doit peut-être être Euh, 5-12 quelque chose 8A, c'est 8A du coup 513B. C'est 513B, fait que c'est quand 5-13B. même, ouais, OK. c'est un excellent niveau, là. C'est le fun de voir que t'es quand même assez versatile, autant au niveau du Bah bloc que de la diff, là, parce que c'est pas tous les grimpeurs, juste moi. Par exemple, tu sais, mettons, à l'extérieur, je suis capable de grimper peut-être V7. Tu sais, je peux travailler des V8, mais mettons, en escalade de voie, ça n'a même pas rapport, là. Je suis dans une autre stratosphère, là. Fait que je ah suis vraiment beaucoup mais moi plus c'est de pareil hein. bloc. Ouais. C'est si tu reveux un peu de contexte, j'en ai fait qu'un seul OK. de 8A du coup. Et c'était parce que c'était un ami qui avait un projet et qui m'a dit vas-y viens avec moi et je sais que tu as le niveau pour essayer et du Mhm. coup bah j'ai essayé avec lui mais là tu vois si je devais dire mon niveau actuel à vue donc vraiment ou flash Ouais. en tête, ça doit être genre 7A, tu vois. OK. Donc Exact, c'est ça. vraiment j'ai pas du tout la prétention de dire que je suis un bon grimpeur de falaise euh, et ni un très bon grimpeur de bloc en extérieur Ouais. d'ailleurs parce que bah, en fait ça dépend toujours à qui tu te compares, tu vois, c'est Ben oui, c'est si tu ça. te compares à quelqu'un qui grimpe du 8B bah voilà 7C+ c'est pas top, mais si tu te Mhm. compares à la majorité des grimpeurs bah il y en a qui feront jamais 7C+ de leur vie, tu vois. Exact. Donc c'est toujours un peu à remettre dans le contexte où Mhm. plus tu progresses, plus tu te compares à des personnes qui sont fortes et du coup Ouais. tu minimises tes propres performances. Mais aussi c'est important de rester objectif avec soi-même et de se dire bon bah ok, je m'entraîne beaucoup, ma vie elle tourne autour de ça. Bah peut-être que cette performance-là est pas si extraordinaire en soi, mais après bah pour la majorité des personnes ça peut être une performance extraordinaire ou ça peut être Mhm. un objectif de vie limite parce que bah si tu as une vie active à côté, que tu as un travail, une famille, que tu as commencé l'escalade à l'âge adulte, je vais y revenir aussi un peu dans le Ouais. podcast, ce truc de commencer plus tard que quand tu es enfant. Ça a un énorme impact. Ben Bah, en fait, oui. peut-être que grimper un 7C+, c'est peut-être le max auquel tu peux prétendre. Et moi, en tant que coach, c'est aussi un peu bah, d'analyser tout ça et de dire un peu aux personnes, réalistiquement parlant, qu'est-ce qu'elles peuvent prétendre atteindre, Mhm. sans non plus briser des rêves, tu vois, parce que bah, c'est important de se dire que en fait, n'importe qui est capable de faire de grandes choses, mais bah, après, tu as des facteurs limitants, tu as ta génétique, ton passé sportif, tes contraintes de vie, Mhm. je sais pas, grimper 9B en falaise, bah, si t'as pas été compétiteur quand t'étais jeune, si t'as pas un emploi du temps Ouais. super libre, que t'as pas une bonne récupération, en fait, c'est juste impossible C'est ça. physiquement parlant, quoi.
C'est ça, parce Donc, que, tu sais, moi, justement, j'ai interviewé une femme, là, justement, Alice Chouinard. Je sais pas si tu l'as écouté, en fait, ce podcast-là, mais elle a commencé l'escalade, justement, à 30 ans. Puis maintenant, elle grimpe 5,14 d à ouais, l'extérieur. Fait que, tu sais, j'ai entendu le podcast. Ouais, fait que, tu ouais, sais, elle, hyper elle a pas le intéressant. même, tu sais, elle a pas le même parcours, si on veut, avant, mettons, qu'elle commence l'escalade que la majorité des gens. Puis aussi, je pense pas que tout est impossible en termes de cotation puis en termes d'objectifs. C'est juste de savoir après ça, OK, est-ce que je suis prêt à investir autant de temps pour rattraper la personne qui a commencé à 15 ans, alors que moi, je C'est ça. commence, on va dire, à 25 ou à 30 ans. Fait que c'est tout le temps de se remettre en question puis de se poser les questions aussi à soi-même puis d'être honnête envers soi-même puis de se dire, OK, tu sais quoi, est-ce que je veux mettre autant d'efforts dans l'escalade pour amener ma grimpe au prochain niveau ou est-ce que j'accepte le fait que j'ai commencé un peu plus tard puis que je suis pas prêt à mettre 50 heures par semaine ou tu sais, je sais que c'est pas vraiment possible Ouais, 50 heures par semaine de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en escalade pour atteindre ces objectifs-là. Puis c'est vraiment hot parce que pendant les 10 minutes qu'on parlait justement de ton parcours, puis tout ça, moi, il y a comme deux petites questions qui me sont comme venues en tête pendant que tu parlais. Puis tu m'as parlé que pendant les premières années, tu t'es blessé beaucoup. Puis après un certain temps, tu as décidé un petit peu de changer, si on veut, ta façon de t'entraîner. Puis ça, c'est un discours que j'entends quand même beaucoup de plusieurs grimpeurs, de comme grimper moins et s'entraîner plus fort pour être capable de mieux progresser puis diminuer les risques de blessure. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça a été quoi, toi, ta transition pour ouais. justement minimiser les blessures puis être constant dans ton amélioration de grimpe? Je sais Mais que en fait, moi, c'est c'est un même peu pas dans les questions en plus l'inverse. qu'on a Ouais, préparées, ouais, ouais. mais je trouve Mais ça vraiment intéressant. c'est hyper intéressant. En fait, moi, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que je grimpais beaucoup en termes Mhm, d'heures, mais en termes de pourcentage de mon entraînement, c'était pas énorme. C'est-à-dire que j'ai pas les chiffres exacts, mais allez, peut-être ouais. que je grimpais 16 heures par semaine, tu vois. Mhm, Vraiment, quand je dis 16 heures, c'est 16 heures de manière intense, tu vois. C'est pas c'était 16 heures à la salle à parler avec les copains et tout. C'est vraiment, j'avais des séances avec des objectifs où je me dis, OK, là, pendant 2 heures, je fais du volume, je prends que 2 minutes de repos. Là, je fais du bloc max. Je mets vraiment 5 essais dans ce bloc-là avec 5 minutes de repos. Tu sais, limite, je m'entraîne avec le ouais. chronomètre et tout, tu vois. Donc c'était voilà, j'ai Structuré. plus les heures exactes, mais ouais, voilà, de manière structurée. Mais en fait, tu vois, à côté de ces, je sais pas, là, je reprends l'exemple donc de ces 16 heures de grimpe. En fait, je faisais beaucoup de panguliche, de poutres, de renfo. Et en fait, je le faisais mal parce que j'en faisais trop. J'avais pas forcément les prérequis. Tu vois, par exemple, souvent, moi, dans mes podcasts, je vais parler d'avoir un certain niveau de force pour accéder à certaines méthodes d'entraînement. Un peu comme une sorte de checkpoint où tant que t'as Mhm, pas validé ça, tu peux pas passer à l'étape d'après. Et un des gros checkpoints que je dis, c'est que faut viser d'avoir une force doigt, donc en suspension sur 20 millimètres en semi-arqué. Donc, half crimp pour mhm. les Ouais, anglophones qui nous écoutent. exact. Euh, du coup, d'avoir un ratio qui est au minimum de 1,5 fois son poids de corps. Donc, si tu pèses 80 kilos, je sais pas combien ça fait en livres, Je pourrais le calculer, mais ça, ça doit être ouais. 160 Je sais que c'est quelques, 10, peut-être, là. ouais, c'est pas 2,2, mais Ça ouais, fait ça doit être ça. 175, mettons, on va dire, là. En tout cas, peut-être un peu plus que ça, même. 176, ouais, c'est ça. OK, Pas 165, c'est ça. 2,2. Donc, si tu pèses 176 livres ou 80 kilos, tu dois être capable de te suspendre au minimum avec 40 kilos de lest en plus, accroché à toi, Mhm, pendant à peu près 5 secondes pour, par exemple, faire du panguliche, donc du campus board. mhm. Si tu le fais avant ce palier-là de force, tu as beaucoup plus de chances de te blesser que de progresser en faisant cet exercice-là. Et, euh, et du coup, en fait, bah moi, j'avais pas toutes ces connaissances-là, j'avais pas ce recul, et je me disais bon bah ok, je fais ma séance de bloc max, donc je vais forcer à fond sur les blocs jusqu'à ce que j'ai plus de peau, que j'ai mal aux doigts, que j'ai plus d'énergie. Je mange une banane et je refais une séance de prépa physique derrière avec le panguliche. Et en fait, bah, du coup, je m'entraînais, je sais pas, à 4 ou 5 heures. En fait, j'arrivais à la salle, il était 13h30, 14 heures. Je repartais, il était 19 heures. Et en fait, j'avais juste beaucoup trop forcé et fait des exercices qui en soi sont pas mauvais, mais juste j'en faisais trop et tous les jours, en fait. Enfin, je m'entraînais pas 7 jours sur 7, mais au moins 5 jours par semaine de manière vraiment intense. C'est fou, ça, à 4-5 Et heures par jour en plus, là. C'est ouais, énorme, là. bah après, comme je t'ai dit, des fois, je séchais les cours pour y aller et tout, tu vois, donc j'étais vraiment à fond.
Mais en fait, bah, c'était pas du tout réfléchi. J'avais pas du tout de connaissances parce que bah, comme j'ai commencé super tard, enfin tard, j'ai commencé à 18 ans, mais Mhm. bah, pour beaucoup de sportifs, c'est déjà tard en fait. Là, tu vois, ceux qui gagnent les Jeux Olympiques, ils ont 18 ans, quoi. Donc, Ouais, exact, c'est ça. c'est c'est ça. Donc en fait, j'ai commencé tard et puis là, je vais sortir un podcast bientôt avec un kiné et un autre coach où en fait, on parle justement de ça, du potentiel tendineux et en fait, tes tendons et tes ligaments, ils se développent beaucoup en fait à l'âge adolescent, un peu pendant la puberté. Donc en gros, on va dire, si on arrondit, c'est entre 12 et 15 ans, quoi. Mhm. Et une fois que tu as passé cette période-là et que t'as pas adapté tes tendons, bah, tu as beaucoup moins d'adaptation et c'est beaucoup plus long. Et c'est ce que tu disais, c'est est-ce que tu es prêt à investir tout ce temps, toute cette énergie, etc. pour progresser? Mhm. Et il y en a beaucoup qui sont pas prêts à le faire, soit Ouais, parce qu'ils ont pas envie, parce que bah voilà, c'est pas leur objectif, ils veulent juste faire de l'escalade pour le fun, ou alors parce que bah concrètement parlant, c'est juste pas possible, ou tu as un travail à côté, tu as une famille, enfin voilà, tu peux pas aller à la salle 4 heures par jour, 3 fois par semaine. exact. Et après, ouais, ça peut être très frustrant d'être dans cette situation, mais après, bah, il y a des solutions. Mhm. Et je me suis un peu perdu, mais oui, voilà, c'est ça. En fait, Ouais. j'en faisais trop et tout le temps. C'est-à-dire que je prenais pas de semaines de décharge, donc des semaines de deload. Mhm. Je cyclais pas mon entraînement, c'est-à-dire qu'en gros, mon cycle, c'était je m'entraîne, je me blesse, je m'entraîne, je me blesse. C'était ça mes cycles, en fait. Tes deloads, c'était C'est, des blessures. ouais, c'est ça, vraiment. Mais aujourd'hui, j'en rigole, mais avant, limite, je pouvais en pleurer, tu vois, parce Ben que oui. bah, tu t'entraînes pendant, je sais pas, 6 semaines, tu te sens super fort, mais en même temps, t'es épuisé parce que tu t'entraînes trop, et après, tu te blesses, et pendant 2 mois, tu peux rien faire. Mhm. Et en fait, c'était vraiment ça, c'était des dents de scie, et du coup, en fait, juste, j'en faisais trop. Et donc, bah, arrivé à ce moment-là où j'ai un peu pris du recul, etc., je me suis dit, bon, je vais en faire moins, mais je vais supprimer tout ce qui est superflu. C'est-à-dire que bah, le plus important, c'est la grimpe. Bah, je vais juste grimper un peu moins longtemps. Donc, tu vois, par exemple, au lieu de 16 heures, je grimpais peut-être 12 heures. Donc, c'est Mhm. pas beaucoup moins, mais c'est quand même un peu moins. Et à la place de, je sais pas, 10 heures de renfo à côté, je faisais que 3 4 heures, tu vois. Donc, 2 ou 3 séances dans la semaine. Et souvent, je le divise, c'est-à-dire que si j'ai le temps, enfin moi personnellement j'ai le temps parce que du coup je suis coach, je m'organise un peu comme je veux. Ouais. Mais tu vois par exemple je vais faire ma prépa physique le matin, je sais pas de 9 heures à 10 heures par exemple, je fais Ouais. mon hangboard, mes pull-ups, mes tractions et tout. Et après bah l'après-midi, je sais pas entre 14 heures et 17 heures parce que après la salle elle est blindée, il y a trop de monde, c'est dur de s'entraîner vraiment de Ouais. manière stricte on va dire. Bah entre 14 heures et 17 heures, bah, je suis à la salle et je m'entraîne et puis après bah, je rentre chez moi et je fais les programmes on va dire. Ben oui. Voilà en gros ça après ça mon emploi du temps. Mais du coup, bah, tu vois, sur les 1 heure de renforcement, il y a peut-être allez, 30 minutes d'échauffement et 30 minutes où je vais vraiment forcer. Donc au Mhm. final, j'ai transformé mes 2 heures en 30 minutes et 30 minutes vraiment utiles où je me dis, OK, j'ai vraiment besoin de ça. Par exemple, j'ai vraiment besoin d'augmenter ma force en semi-arqué, en suspension. Et du coup, bah, en fait, j'ai juste restructuré mon entraînement en supprimant des choses. Et ça, vraiment, c'est pour les auditeurs, là, c'est un truc qui est hyper important. C'est au lieu de rajouter des choses, par exemple, vous vous dites, OK, je suis trop faible, par exemple, en force doigt, ou alors j'ai des douleurs sur les doigts. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute comme protocole pour améliorer ça? Et ben, en fait, souvent, il faut supprimer des choses avant d'en Mhm. rajouter. Et des fois, peut-être juste supprimer une séance de grimpe. Imaginons, tu grimpes 5 fois par semaine et tu as un plateau, tu progresses pas. Bah, supprime une séance. Tu passes à 4 séances par semaine et beaucoup mieux structuré, beaucoup plus focus. Et ben en fait, peut-être que tu vas mieux progresser que quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine de manière un peu anarchique, sans plan, et qui va grimper, comme je disais tout à l'heure, dans mon cas perso, jusqu'à avoir mal ou plus avoir de peau. Enfin voilà, un truc qui te limite dans ta séance, physiquement parlant, on va dire. Mhm. Et après, bah, si ta douleur ou que ton palier de progression il disparaît pas, bah, c'est peut-être que faut que tu rajoutes justement bah, soit du renforcement, soit que tu fasses un protocole pour style un peu kiné ou physio pour enlever un peu tes douleurs, que je sais pas, tu rajoutes des étirements parce que t'es très raide et que du coup ça te provoque des douleurs. Enfin voilà, en fait, avant de rajouter des choses, essayez d'en supprimer et de restructurer un peu l'entraînement. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner. Tu vois, Mhm. si quelqu'un là qui nous écoute, s'il y a au moins une personne qui nous écoute et qui se Il va en dit, avoir, exactement. je suis dans cette situation, je m'entraîne trop, je fais trop de choses en même temps, j'ai mal partout et j'arrive pas à progresser et qu'il en fait juste un peu moins, bah déjà, je pense que ça va lui débloquer une progression et moi, j'aurais rempli mon objectif de coach, on va dire. Mais ouais, c'était ça la différence capitale, on va dire, c'est que j'organisais mieux mes séances et je forçais beaucoup plus intelligemment. Et après, bah, on va en reparler, mais un peu toutes les stratégies de Ben récupération oui. aussi à côté qui sont hyper importantes. Ouais. Ben oui. Puis en plus, je pense que ça nous fait transitionner vraiment bien vers le premier point que je voulais qu'on parle pendant le podcast, qui était justement de comment toi,
en fait, tu fais pour aborder des cycles d'entraînement avec les athlètes que tu coaches. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même background, c'est pas tout le monde qui a le même temps, c'est pas tout le monde qui part de la même place. Fait que, ouais, parle-moi, mettons, de comment, avec un nouveau client, tu essaies de structurer les mois qui vont suivre. Puis peut-être même me parler aussi s'il y a un événement où c'est que ces gens-là veulent se préparer ou un pic qu'on veut atteindre, comment est-ce que tu modules tout ça? Déjà, moi, je pars toujours sur une semaine que j'appelle de familiarisation. Où en OK. fait, l'idée, c'est que bah, quand je démarre un coaching avec quelqu'un, la première semaine, c'est toujours très général et juste pour évaluer un peu le niveau de la personne, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que je vais pas lui faire directement des tests physiques, faut forcer à Mhm. fond, etc. C'est aussi, tu vois, un peu pour évaluer ton niveau de fitness global, parce que tu vois, il y a un exercice typiquement, c'est des suspensions sur une prise de 20 millimètres au poids du corps. Donc, bah, pour certains, c'est déjà très très lourd. Pour d'autres, Mhm. c'est hyper facile. Euh, et donc, du coup, je vais dire à la personne, bah voilà, tu tiens entre 20 et 40 secondes sur la prise au poids du corps. Et si tu tiens plus que 40 secondes, tu rajoutes, par exemple, 10 kilos de charge. Et tu vois combien de temps tu tiens sur la série d'après. Et donc, en fait, déjà, rien qu'avec ça, j'ai déjà un peu une estimation de son niveau. Tu vois, par exemple, si elle est très débutante, elle va même pas réussir à se tenir 20 secondes avec son poids de corps sur une Exact. prise de 20 millimètres. Donc, pour ceux qui arrivent pas trop à visualiser, 20 millimètres, ça fait à peu près une phalange. Donc, vraiment, c'est juste, bah, vous avez que votre première phalange sur Ouais. la prise. Euh, et donc, du coup, bah, en fait, via cette semaine-là, je peux déjà estimer un peu le niveau global, on va dire, de la personne et voir si elle est prête à soit partir bah, sur une semaine de tests, où vraiment je vais lui faire les tests physiques et de manière assez classique, tu vois, maximum de traction, maximum de charge que tu peux tracter en une traction, une suspension lestée de 5 secondes, des tests d'endurance, de résistance, où tu vas répéter des suspensions, par exemple 5 secondes de suspension, 5 secondes de récup Mhm. au poids de corps. Ou alors si tu es très très fort avec un peu de lest, pareil, 7 secondes de suspension, 3 secondes de récup. Et pour ceux vraiment que ça intéresse les tests en détail, bah, je mets souvent des stories sur Instagram où je poste un peu bah, les résultats de mes coachés. Et du coup, bah, il y a Mhm. le nom des tests avec exactement ce que je leur fais faire, etc. Et enfin, ou même si vous m'envoyez un message, je peux vous envoyer la batterie de tests, on va dire. Mhm. Mais après, ce qui est intéressant, c'est l'analyse de ces tests. Parce que bah, faire les tests, c'est une chose, mais après, bah, bien les analyser pour savoir quoi entraîner derrière, c'est autre chose. Et donc voilà, imaginons que je parte sur une semaine de familiarisation. Je me rends compte que la personne, elle a un niveau qui est assez bien, c'est-à-dire, tu sais, elle n'a pas forcément besoin de retravailler toutes les bases. Par exemple, bah, elle sait faire des tractions, elle sait faire des suspensions, elle a un bon niveau de fitness global, tu vois, elle n'a pas besoin de refaire un cycle où elle va faire Ouais. beaucoup de basiques juste pour se remettre en forme, etc. Je me dis, bon, ok, cette personne-là, elle est en forme, elle grimpe un peu de manière assidue, au moins 2, 3 fois par semaine. Donc c'est bon, elle est capable de faire les tests physiques. Je lui fais faire les tests physiques et après, du coup, bah, en fonction des résultats des tests, je lui fais mon analyse et je lui dis, bah, imaginons que tu as besoin de travailler ta force doigt, donc ta force maximale, parce que actuellement, je sais pas, tu es à 1,2 de ratio et tu vises un niveau 7B bloc, donc V8 par exemple, Mhm. et on sait que statistiquement, bah, les gens qui grimpent V8, ils ont à peu près, alors là, je dis un chiffre au pif parce que j'ai pas les chiffres exacts, Ouais. mais ça doit être à peu près 1,6 fois le C'est poids ça de que j'allais corps. dire, ouais, 1,6 à Euh, peu près, quelque chose comme ça, ouais. et en fait, ça, pour le coup, c'est d'expérience et aussi bah, des études scientifiques qui en sortent. C'est vraiment corrélé, en fait. C'est-à-dire que plus tu es fort à doigt, plus tu grimpes fort parce qu'en fait, c'est un facteur limitant. Et par définition, le facteur limitant, c'est ce qui te permet de passer au palier d'au-dessus. Mhm. Donc, en fait, bah, si t'es juste pas capable de mettre cette force-là dans la prise, bah, t'as pas accès au niveau d'au-dessus. Et après, par contre, une fois que tu as cette force-là, il y a tous les autres facteurs limitants qui C'est arrivent derrière. ça. Mais par contre, souvent, c'est le facteur limitant numéro un et c'est comme ça que d'ailleurs le système de cotation il est fait parce que comment on dit que ça c'est plus dur que ça? Bah, c'est qu'il y a des facteurs qui limitent la progression et souvent le facteur limitant c'est la force doigt parce que bah, si tu tiens pas les prises, tu peux pas progresser dans ta Exact. voie ou dans ton bloc. Et donc en fait c'est quand on réfléchit un peu juste 5 minutes sur comment elles sont faites les cotations, même si on met de côté tout l'aspect égo, psychologique, etc. En fait on se rend compte que c'est juste une échelle en fait où on essaye d'évaluer les capacités physiques de quelqu'un et on lui dit, OK, bah, en fait, si tes capacités physiques, c'est ça, et que à côté, bah, t'as la technique, le mental, Ouais. etc., bah, tu peux prétendre à grimper tel ou tel degré de difficulté. C'est ça. C'est Et, ça. du coup, c'est ça que j'aime bien aussi, bah, dans les compétitions, c'est que, bah, comme t'as pas de cotation sur les blocs, bah, c'est juste les personnes les plus fortes physiquement, et après, bien sûr, mentalement, en compétition, ça Ouais. joue énormément. Mais si tu prends un contest local dans une salle, pas un circuit de compète officiel,
pour se qualifier, je sais pas, pour les championnats du monde ou quoi. En fait, souvent, la personne qui gagne, c'est la personne qui est la plus forte physiquement. C'est aussi simple que ça. Parce que Mhm. il arrive à mieux tenir les prises, il a plus de résistance aussi, donc il peut faire plus de blocs. Ça va moins le fatiguer de faire un bloc d'intensité supérieure comparé à quelqu'un d'autre. Euh, mais voilà, en gros, en fonction des résultats des tests, je vais lui dire à la personne, ok, tu as besoin de travailler ta force max sur les doigts et par exemple, je dis un truc au pif, allez, ton endurance sur les doigts et ta force en traction. Mhm. Et je vais lui dire, ok, concrètement, pour travailler ça, on va mettre en place des cycles. Et du coup, j'y arrive à comment je vais cycler. Ah, mais c'est correct, on Et peut. J'aime ça quand des fois quand on prend ouais, des chires, là, des des détours. Ouais. parenthèses, là. Mais j'adore ça. En fait, ça permet aussi aux auditeurs de comprendre un peu tout le process de Le réflexion contexte. et et pas juste de se dire, ok, je veux grimper 8 à bloc, j'ai forcément besoin de force doigt. Mhm. Parce que ça se trouve, la force doigt, vous l'avez déjà, ou vous Ouais, êtes très proche du niveau qu'il faut pour faire ça. ouais. Et que, en fait, ça se trouve, c'est votre force de traction qui vous limite, ou votre C'est gainage, ça. Des fois, on sait ou pas le c'est fait quoi de la tracter. métrique ouais, qu'on cherche. Puis, mettons, ça me fait penser à quelque chose parce que je sais que des fois, il y a des gens qui sont super forts aussi, parfois pour la cote. Tu sais, qui sont vraiment comme, qui ont un niveau supérieur de force versus la cote qui grimpe. Dans cette optique-là, toi, est-ce que tu as des façons pour tes clients, justement, d'améliorer plus l'aspect technique? Je sais qu'on n'a même pas fini de parler de la première question, que là, je t'envoie une Ouais. deuxième question, mais au pire, on en parlera après, si tu veux. Ben, c'est ce que j'allais dire. Je vais en OK. parler après parce que je l'ai noté. Je l'ai OK, noté cool. dans. Alors, je crois que c'est la question 6. J'ai noté physique, avoir de la marge. Et en fait, c'est OK. avoir cette marge qui est hyper intéressant. De un, pour pas se blesser. Et Mhm. de deux, pour atteindre ses objectifs plus rapidement. C'est Parce que, vrai. tu vois, si on reprend l'exemple du 1,6 pour sortir V8, si tu as 1,7, ton V8, il va sortir beaucoup plus vite, tu vois. Et qu'est-ce qui est le plus fun? De t'entraîner pour avoir 1,7 et faire deux ou trois sorties pour valider ton V8 ou t'entraîner le minimum possible pour avoir le 1,6 et passer 6 mois sur ton V8. Tu vois, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça souvent en fait qu'il y a des grosses différences entre les grimpeurs, entre la force max et la cotation qu'ils sont capables de faire, parce qu'il y en Hmm. a c'est même pas un objectif pour eux de sortir une cotation. Tu vois, je prends mon exemple personnel, là j'ai refait mes tests physiques il y a pas longtemps, donc du coup je peux estimer un peu mon niveau, etc. Là j'ai tenu sur 20 mm donc à deux bras lesté plus 72 kilos, je pèse 65 kilos à peu près, ça fait 2,1 de Ouais. ratio. Si je prends les statistiques, ça fait à peu près 8 A+, pour des cotations de bloc. Ouais. Et je te disais en intro que j'ai jamais fait plus que 7C+. Mhm. Et en fait, pourquoi j'ai jamais fait plus? Parce que déjà, j'ai jamais touché plus que 7C+, c'est-à-dire que le 7C+, que j'ai fait, j'ai jamais mis les doigts dans un 8A, tu vois. J'ai jamais touché un 8A. Fait que c'est ça. Donc, Ouais. je peux pas savoir ce que c'est de faire un 8A parce que, en fait, moi, le fun que je prends, il est à l'entraînement. J'aime bien m'entraîner. Donc, en fait, tant que je progresse à l'entraînement, je trouve ça fun et je fais de mal à personne. Donc, en Exact. fait, moi, je considère que moi, mon objectif, il est atteint, tu vois. Je prends du plaisir, j'apprends des choses et après, quand je vais en extérieur, tu vois, là, par exemple, mon 7C+, il est sorti en 3 séances. Et qu'est-ce qui est plus fun de s'entraîner pendant 3 ans en ayant du plaisir et après mettre que 3 séances pour sortir un 7C+, donc un V10, ou Mhm. alors faire que 3 mois d'entraînement et passer un an à mettre 3 séances par semaine dans un projet, tu vois. C'est pas du tout un jugement. Il y en a qui vont préférer Mhm. l'option numéro C'est ça. 2 Les parce deux qu'ils aiment sont bien être bonnes. dehors. Exact. C'est ça. Il y en a qui vont bien aimer être dehors, tryhard d'un projet pendant longtemps, etc. Mais tu vois, moi, des personnes que je coach qui ont une vie active, qui ont un travail, une vie de famille, etc. En fait, ils n'ont pas le temps de mettre 2 séances par semaine en extérieur dans leur projet, etc. Et en fait, juste le fait d'avoir de la marge, ça permet de valider ses projets beaucoup plus vite et aussi de moins se blesser. Parce que tu vois, on dit il faut avoir 1,6 pour faire V8. Mais en fait, si tu as 1,7, tu as beaucoup moins de chances aussi de te blesser Ça, c'est en vrai. essayant ton V8. Ouais. Et ça, c'est un gros facteur aussi à prendre en compte. Et si ça se trouve, du coup, d'avoir cette marge, non seulement tu vas sortir ton V8 plus rapidement, et peut-être que tu vas pouvoir faire plus de V8. Donc peut-être que en 3 mois, tu en auras fait 6 ou 7. Et du Mhm. coup, en fait, tu as accumulé beaucoup de compétences techniques, mentales, etc. Dans la cotation V8. Et du coup, ça va te servir pour valider ton premier V9, par exemple, avec Mhm. cette histoire de pyramide. Exact. T'en parlais aussi dans le podcast avec, Oh, ouais. j'ai oublié son nom, Ah, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, mais mais je pense que c'est Olivier Turgeon qui en parlait. oui, Puis c'est aussi ça. Félicien Et Roy, puis Annie Chouinard. Il y a voilà, beaucoup de monde qui en parle, ouais. exactement. Et je suis d'accord avec ce truc-là de pyramide, mais en fait, tu vois, c'est toujours pareil, c'est que pour construire sa pyramide, souvent, faut avoir de la marge, parce que si tu veux, par exemple, je sais pas, faire de la falaise et que tu veux faire un 9A, donc je crois que c'est 5,14D, je crois. Je pense que c'est ça, exact. Je vais Euh, checker voir 9A. Ouais, 514D, exact. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, si tu veux faire ton premier 9A,
faudrait que tu aies fait au moins avant 4 ou 5 8C+, mais est-ce que tu as le temps et les ressources pour faire 4 ou 5 8C+, avant de faire ton 9A? Ou alors est-ce que tu veux avoir de la marge et juste aller tryhard ton 9A et sortir ton 9A? Et tu vois, ça c'est une Mhm. question qui est légitime et il faut juste être honnête avec soi-même et se dire, OK, qu'est-ce qui va me procurer le plus de plaisir? Qu'est-ce qui est le plus facile? Parce que l'idée aussi, c'est que de raccourcir le processus. Parce que comme je disais, si tu mets 12 mois pour sortir ton V8 ou alors que tu le sors en 3 séances, c'est pas du tout le même fun. Enfin, personnellement, Ouais, je pense que c'est beaucoup plus fun de sortir les blocs plus rapidement. Et n'importe qui voudrait être capable de flasher son projet, tu vois. c'est clair. Voilà, je pense qu'il y a aussi un truc où il n'y a pas un chemin qui est meilleur que l'autre. Mais selon moi, avoir de la marge, c'est hyper important parce que t'évites aussi les risques de blessure. Et la blessure, dans tous les cas, c'est mauvais. Il n'y a aucun Ouais, scénario où se blesser, c'est bon. c'est ça. Pour moi, rien que pour ça, ça valide la théorie, quoi. Ben oui, puis justement, j'allais dire ça, mais il y a une semaine, je suis revenu justement de mon voyage à Joes Valley, en Utah, en fait, pour faire de l'escalade de bloc pendant 3 semaines. Puis il y a un an, j'étais allé faire de l'escalade, même chose, pendant 2 semaines à Joes Valley. Puis quand je suis revenu, je me suis blessé. Parce qu'à ce moment-là, justement, je faisais pas énormément d'entraînement. J'en faisais, mais c'était pas nécessairement quelque chose qui était structuré. J'avais pas de coach non plus à ce moment-là. Je me suis blessé en revenant une semaine après mon voyage parce que j'ai pas pris assez de temps de repos, puis mon corps était comme pas prêt à faire de l'escalade. Puis là, pendant un mois, j'ai pas pu faire d'escalade. Puis au Québec, la saison est courte. Tu sais, le bon temps à l'extérieur est quand même assez court. Fait que tout le mois de septembre, octobre, j'ai pas pu faire d'escalade. Puis honnêtement, juste le fait de manquer pendant un mois et demi de l'escalade, ça m'a fait perdre énormément de progression. Donc je pense que de Ouais, s'entraîner juste pour ne pas être blessé, juste ça, ça permet d'avoir ouais. fois 10 la progression que tu aurais pu avoir en te blessant, exemple, une fois ou 7 mois ou une fois par année, tu sais. Fait que Non, mais clairement. juste ça, c'est d'avoir la marge pour pas se blesser, juste ça, c'est game changer. Non, mais je suis d'accord. Et de toute façon, moi, j'ai beaucoup écouté aussi c'est les podcasts de Eric Hurst, tu sais, Ouais, le Training for Climbing Training for podcast. Climbing podcast, ouais. C'était ça, exactement. Moi, j'ai commencé avec ça, hein, et ses livres aussi, etc., parce que c'est un peu la référence dans le milieu en termes d'expérience et tout. Mhm. Et dans tous ces podcasts et même dans les livres, il le dit, conseil numéro un, don't get injured, tu vois, That's it, de pas ouais. se blesser. Et c'est le conseil numéro un, et avoir de la marge, c'est la meilleure façon de pas se blesser et de connaître un peu ses capacités physiques aussi, tu Ouais. vois. Là, tu vois, par exemple, moi, je sais que si demain je vais essayer un bloc en 8B, déjà, j'ai pas l'expérience pour connaître les mouvements dans du 8B, et en plus, je sais que physiquement parlant, j'ai pas la force pour éventuellement avoir de la marge dans le C'est 8B. ça. C'est très limite, ouais. Donc en fait, c'est ça, j'ai beaucoup de chances de me blesser et aussi j'ai beaucoup de chances de pas pouvoir bouger parce que juste en fait, je suis pas habitué à la cotation parce que j'ai pas fait d'évitage, pas fait d'évita plus. Donc en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une différence entre la force doigt et les cotations des grimpeurs parce qu'il y a tous les autres facteurs en fait qui rentrent en compte. Et un des plus gros facteurs aussi, c'est l'année d'expérience, c'est-à-dire à quel âge ils ont commencé à grimper. Et en fait, si souvent, comme on disait tout à l'heure, c'était pendant la puberté qu'ils ont commencé à grimper, ils ont des tendons et des ligaments au niveau des doigts qui sont beaucoup plus développés. Mhm. Et par définition, ils vont beaucoup moins se blesser, même s'ils Exact. s'entraînent pas beaucoup à côté. Et souvent, les deux sont corrélés, c'est-à-dire que les grimpeurs qui ont commencé tôt et qui ont les doigts solides, ils vont te dire mais non, l'entraînement c'est pas si important, etc. Mais en fait, ils ont pas cette expérience de nous, les gens qui ont commencé tard, qui avons des tendons tout pourris parce qu'on a été sédentaires de 0 à 18 ans. C'est vrai. Euh, et en fait, ils se rendent pas compte en fait de la faiblesse des tendons et des ligaments qu'on peut avoir parce que eux en fait ne l'ont jamais expérimenté et du coup ils vont te dire ouais la meilleure méthode c'est de faire que de l'escalade, pas du tout de préparation physique et tout. Et en fait, moi je pense que tous les extrêmes sont mauvais, c'est-à-dire faire que de l'escalade c'est mauvais, enfin sauf si tu pratiques pour le fun et que Mhm. t'as pas de gros objectifs de performance et tout, tu vois, là c'est totalement ok. Parce que si tu pousses pas trop ton corps, tu peux grimper un peu, je sais pas, 2 fois par semaine dans du Ouais. facile, sans te blesser, sans faire de préparation physique. Tu vois, faut pas non plus tomber dans les extrêmes du mauvais côté. Mhm. Mais par contre, faire que de la préparation physique, c'est très mauvais aussi parce que comme tu disais, le fait d'arrêter de grimper, que tu sois blessé ou juste que tu arrêtes l'escalade parce que tu as une contrainte, quand tu reprends, tu as des sensations qui sont horribles, tu as Le perdu mouvement est toute bizarre, ta exact. technique. C'est ça. Et donc, du coup, c'est vraiment un équilibre et moi, dans les podcasts, de toute façon, je le dis assez souvent, mais le repère que j'utilise, c'est le temps passé à s'entraîner en escalade ou en préparation physique. Et je vise plutôt 75% d'escalade et 25% de préparation physique. Et ça, peu importe Mhm. le niveau. Et j'aurais tendance à dire que plus tu progresses en termes d'expérience, plus ça tend à se rapprocher du 50-50. 50% Mhm. d'escalade, 50% de prépa physique, Ouais. plus tu te rapproches des cotations extrêmes. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se fait aussi parce que tu es capable d'encaisser plus de charges aussi. Ouais. Euh, Puis surtout, et à pour partir revenir d'un un peu, certain moment donné, c'est que c'est le facteur limitant.
à partir de 5-14 et plus, on parle de falaise. Souvent, c'est le facteur physique. Je me souviens, Félicien, dans un de nos podcasts, il me disait, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'entraîner aussi fort pour grimper justement des cotations super élevées parce que tu grimpes moins. Il disait, tu sais, Mais il y a certains cycles d'entraînement que justement, lui, il y avait beaucoup plus d'entraînement que d'escalade. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à moins grimper, s'entraîner plus pour pouvoir grimper des cotations vraiment c'est fortes parce que ça. les autres, ils ont déjà le bagage de mouvement déjà acquis. Sauf que rendu là, c'est juste une marge physique qu'il faut aller chercher de plus pour pouvoir grimper des cotations Et puis ça dépend aussi, encore comme plus tu élevées. disais, des conditions météo. Parce que si Mhm. t'as que 2 mois pour grimper en extérieur avec les conditions météo, bah c'est normal que tu puisses pas faire du volume pendant 8 mois, quoi. Donc Mhm. ouais, c'est clair que ça c'est à prendre en compte. Et enfin, j'avais écouté ce podcast-là et j'étais totalement d'accord avec lui parce que Ouais. un des axes aussi que je mets en place avec certaines personnes que je coach, c'est si jamais t'as un très très gros plateau de progression avec ce 75-25. Je vais dire, Mhm. OK, bah là, regarde, on n'arrive plus à progresser, même en optimisant tout, bah, on va essayer 50-50. Et souvent, OK. ça relance la progression, en fait, parce que bah, le fait de moins grimper te donne plus d'énergie pour forcer sur le renforcement. Et si tu augmentes ton niveau de force, après, tu augmentes ton niveau de grimpe parce que tu as déjà tout ce bagage technique, Mhm. tactique, etc. derrière. Et ouais, totalement d'accord avec ça. Crime, Et du coup, c'est ça me vraiment permet de hot. revenir un peu sur... Ah, Ouais, ben le vas-y, je te cycle. laisse. Ben non, ben c'est bien correct parce que là, on a Ouais, parlé de OK, on commence à s'entraîner. Tu fais des tests. Là, tu sais à peu près où c'est qu'est rendue la personne avec ces métriques-là. c'est Là, c'est ça. quoi la prochaine étape après? Bah, du coup, souvent, ce que je fais, c'est un cycle que moi j'appelle de capacité. Alors, c'est directement tiré de Tyler Nelson. Je sais pas si tu vois Mhm. Ouais. Camp for Human Performance Il vient à Québec sur. dans 2 semaines. C'est J'ai vu le drôle. post, j'ai Ouais. vu le post et je suis jaloux parce qu'en France, on n'a pas ça, tu vois, des événements comme ça. Et donc, en fait, c'est directement tiré de. Alors, c'est un article qu'il avait fait, je crois que c'était en 2019, sur, en gros, le The Simplest Finger Training Program. En fait, Mhm. le programme le plus simple pour entraîner les doigts. Et justement, il parlait justement cette notion de capacité, où en fait, c'était en gros la santé, tes tendons, tes ligaments, et voilà. Enfin, en fait, enfin, c'est très dur à résumer, mais en gros, voilà, c'est la force des tendons et des ligaments, indépendamment, on va dire, de la force musculaire. Mhm. Et donc du coup, ce cycle-là, concrètement parlant, c'est ce que je te disais un peu en intro, c'est par exemple avec des suspensions qui sont assez longues, entre 20 et 40 secondes, avec différentes préhensions, par exemple bah, du semi-arqué, Mhm. du trois doigts tendu. Enfin voilà, pour les anglophones un peu qui écoutent, c'est le three finger drag, Trip and Good Drag, ouais. le half crane, etc. Aussi un peu de d'arqué, donc full crimp, ça peut arriver aussi. Éventuellement des plats, donc les slopers. Mhm. Pas trop les pinces, parce que au final, les pinces, c'est beaucoup de semi-arqué en fait. Ouais. Et faut juste aussi entraîner un peu ce semi-arqué du pouce, là, le fléchisseur du pouce. Je sais pas si on le voit dans l'avant-bras, mais c'est vraiment Ouais. un Qui muscle genre bouge, là. spécifique. C'est ça qu'il faut entraîner. Et juste d'avoir ce petit clou. Tu parlais aussi du cueing avec je sais plus qui d'ailleurs. Mais tu vois, Jean-Michel. juste le cueing, ouais, et ben juste le cueing de serrer la première phalange du pouce comme ça sur des pinces, tu multiplies ta force par 1,5 quoi sur les pinces. Mhm. Donc ça, c'est pour ça, pour le coup, ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça parce que je l'ai expérimenté, tu vois, et ça marche vraiment. Mais voilà, du coup, le cycle de capacité, souvent, tous les cycles que je fais, ils durent à peu près 3 ou 4 semaines. Et après, tu fais une semaine de deload. Donc, en fait, tu vas faire 3 semaines de capacité avec 75% de grimpe, 25% de renfo. Les 25% de renfo, donc de préparation physique, ils sont axés capacité. Et après, bah, tu fais une semaine de décharge et souvent la formule mathématique qu'on utilise pour la semaine de décharge, c'est juste de diviser le volume par deux. C'est-à-dire que si tu grimpes 10 heures et que tu t'entraînes 4 heures, bah la semaine de décharge, bah tu grimpes que 5 heures et tu fais que 2 heures de prépa physique. Voilà. Mhm. Mais par contre, tu conserves l'intensité. C'est-à-dire que si tu tenais, je sais pas, 5 séries de 10 secondes à 20 kilos, peu importe l'exercice, bah tu fais 2 séries de 20 secondes à 20 kilos par exemple. Enfin, OK. je sais pas si j'ai dit les mêmes chiffres, mais enfin, voilà, en gros, Ouais, tu la gardes la même moitié. intensité. Juste, tu supprimes la moitié des séries ou la moitié de ton temps de grimpe pendant une semaine, voire même tu prends un petit jour de repos en plus. Tu vois, par exemple, si tu t'entraînes 4 fois par Mhm. semaine, ça peut être intéressant juste de supprimer une séance. Tu vois, tu te dis, OK, bah, cette semaine-là, je m'entraîne que 3 fois. Et en plus, bah, j'essaye de diviser un peu le volume sur ces 3 jours-là. Et après, du coup, bah, si tu as bien récupéré de ta semaine de décharge, que tu te sens prêt, tu vois, faut vraiment avoir cette sensation de fraîcheur où en fait tu te dis, OK, ma semaine de repos m'a vraiment servi à quelque chose parce que subjectivement parlant, je me sens plus en forme. Bah, si tu es à ce stade-là, du coup, tu passes sur le cycle d'après. Et le cycle d'après, souvent, ça va être un cycle de force parce que bah, la plupart des gens que je coach, ils s'entraînent plutôt pour le bloc.
Mhm. et surtout du bloc en salle en général parce que bah, comme je te disais souvent c'est des personnes qui ont une vie active qui n'ont pas trop le temps d'aller grimper en extérieur soit parce que c'est trop loin de chez eux soit parce que ça demande trop de contraintes matérielles de bah, Mhm. partir à la journée etc et ils vont Ouais, plus fonctionner sous forme de trip et du coup on va en parler juste après avec les pics de forme etc exact. euh, mais du coup, voilà, bah souvent ça va être capacité, force, et après le troisième cycle, souvent ça va être soit du RFD, donc de l'explosivité, donc c'est Mhm. le Rate of Force Development, Ouais. de la puissance, tu sais, power aussi, Ça, c'est de la ou vitesse, en alors fait, là. Si je me souviens bien, il me c'est semble que moi, ça, mon coach qui me disait, c'est que la puissance, c'était à quel point tu es capable de gérer une force avec une voilà, vitesse, vitesse, c'est en ça. tout cas avec une certaine vitesse dans le temps, là. Ouais. OK, j'aime ça. En fait, pour qu'il y ait une vitesse, faut qu'il y ait un déplacement, donc une Mhm. amplitude, et du coup, bah c'est force fois vitesse. Donc ta force en newton fois la vitesse en mètres par seconde. Et par contre, l'explosivité, t'as pas besoin de déplacement parce que c'est des newtons par seconde, donc c'est la force que tu arrives à appliquer dans un laps de temps donné. Donc bah, OK. tu peux faire de l'explosivité en isométrique, en tractant le plus vite possible sur une Mhm. prise. Ta prise va pas bouger, mais tu as appliqué une force dessus. Et OK. la vitesse à laquelle tu appliques ta La force, c'est fameuse directement force de lié aussi à la contact, là, si performance. on veut, là. C'est ça exactement. Ouais, c'est ça. C'est typiquement la force de contact. Donc souvent ça va être ça le troisième cycle, ou alors tu vois par exemple si c'est des grimpeurs de difficulté, et ben un cycle de résistance, tu vois, power endurance, Mhm. tu vois, enfin vraiment un cycle de, enfin en France on dit un cycle de rési, donc de Ouais. résistance. Mais voilà, enfin en gros ça va être ce genre de cycle. Et en fait après, souvent après ces trois cycles-là arrive une période où tu fais vraiment une grosse décharge, où limite tu supprimes complètement bah, ta partie renforcement pour garder, justement, on va y revenir après aussi, un rappel de force ou un rappel de rési ou quoi. Et après, bah, en fait, tu es dans ta période de pic de forme où en fait, tu vas faire 90% de grimpe et 10% de renfo. Juste les 10% de renfo, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour éviter les blessures, Mhm. soit avec les muscles antagonistes, les épaules, les triceps, les pecs, euh, et aussi bah, pour faire ces petits rappels de force, pour être sûr que tu conserves un peu ton niveau d'activation nerveuse. Ouais. Et souvent, en fait, tu as un pic de forme qui dure, ça peut durer, allez, en général, c'est 2 semaines, 3 semaines grand maximum. Et souvent, la quatrième semaine, ça crache un peu parce que bah, du Ouais. coup, tu as ce truc de, tu dois regagner de la capacité, regagner du volume. Et ça, du coup, souvent, bah, je sais pas si tu regardes beaucoup de vidéos d'athlètes de haut niveau, tu sais, qui programment des trips, je sais pas, par exemple en Norvège, pour aller faire Ouais. Silence ou des trucs comme ça. Et en gros, ils disent qu'ils fonctionnent un peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'ils sentent que la troisième semaine ou la quatrième semaine, quand ils font un trip, c'est leur pire semaine en fait. Ils n'arrivent pas à Hmm. conserver leur force, leur puissance, Ouais. etc. Et en fait, c'est typiquement parce qu'ils font des cycles comme ça. Alors, je sais pas s'ils font exactement des cycles de capacité, de force, etc. Mais c'est clair que déjà ils font tous des cycles de rési, donc de résistance. Mhm. Et souvent, ouais, le contre-coup, c'est 2 ou 3 semaines de pic de forme. Ouais. Et en fait, voilà, après, tu enchaînes les cycles, en fait, comme ça. C'est-à-dire que Mhm. là, mon schéma, il dure à peu près 12 semaines, enfin 14 semaines si tu comptes le pic de forme. Ouais. Donc, ça dure à peu près 3 4 mois. Bah, en fait, tu peux en faire deux dans l'année. Et après, le reste de l'année, tu grimpes, par exemple, pour le plaisir, parce que tu vas être en vacances, t'as pas le Mhm. temps forcément de t'entraîner. Donc, voilà, après, ça, c'est juste de la gestion où, en fait, t'enchaînes les cycles comme ça. Et des fois, ça peut être intéressant d'enchaîner deux cycles du même type. Par exemple, si vraiment tu as un très gros point faible en force de traction, par exemple, bah, de faire deux cycles de force d'affilée sur des tractions, ça peut être hyper intéressant aussi. Donc là, pour le coup, c'est vraiment individuel où en fait, bah, faut trouver ce dont la personne a besoin via les tests physiques. Mhm. En numéro 2, bah, bien l'évaluer parce que comment t'évalues si ton cycle d'entraînement il a marché, c'est que bah, tu refais les tests Ouais. et s'il faut que les chiffres ils aient augmenté, ou alors si les chiffres stagnent, faut au moins que la personne ait la sensation de progresser, c'est-à-dire que des fois, par exemple, ton score de force max, si tu tires sur une prise et que ça mesure vraiment ta force, il va pas beaucoup augmenter, mais par contre, tu auras la sensation d'avoir les doigts beaucoup plus solides parce que, Mhm. par exemple, peut-être tu auras fait de la grimpe sur des petites prises, sur du spray wall ou sur de la moonboard ou je sais pas. Et du coup, ça va se transférer vers ton projet parce que tu auras beaucoup plus d'habilité à tenir les petites prises même si t'as pas forcément augmenté ta force sur 20 millimètres. Donc voilà, c'est comme ça que je mesure la progression un peu. C'est soit les tests, les valeurs elles augmentent, donc tu as gagné 10 kilos sur ta traction, bah t'as forcément progressé. Ou alors, si ça a stagné ou qu'il y a une légère régression, je regarde pourquoi il y a eu cette régression, parce que des fois c'est voulu, c'est-à-dire que bah, on va pas du tout entraîner telle ou telle qualité. Donc, par exemple, avoir de la résistance qui diminue pendant un cycle de force, c'est totalement normal, Mhm. parce qu'on peut pas être fort, endurant, résistant, explosif tout en même temps toute l'année. Ça Exact. c'est une illusion, ça c'est une illusion d'Instagram et des athlètes professionnels où en fait ils ont tellement de marge que tu as l'impression qu'ils sont explosifs parce que en fait
pour eux, c'est une intensité qui est tellement basse qu'ils sont Ouais. explosifs. Mais si tu leur mets dans leur niveau max, vraiment, bah, en fait, ils sont pas explosifs Tu toute peux pas l'année, tu vois. Ils sont maintenir ça toute explosifs, l'année, là, c'est ça. c'est ça, ils sont explosifs dans leur niveau max que 3 mois par an, tu vois. Et déjà, c'est beaucoup, 3 mois par an quand t'es vraiment en forme dans une saison de compète. Ben oui. Mais en fait, comme nous, on voit ça de loin et on voit des vidéos sur Instagram et tout, surtout que des fois, c'est des vidéos qu'ils ont enregistrées à l'avance, qu'ils postent pendant leur saison de compétition C'est pour ça. continuer à avoir du trafic, etc. Donc en fait, t'as l'impression que la personne, elle est forte toute l'année, elle fait des tractions à un bras, sauf qu'en fait, elle en a fait que pendant 3 mois et après, elle va Elle poster fait toute juste l'année pour faire. repost. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est un gros biais cognitif. Et c'est aussi un peu pour ça que moi, j'ai lancé mon podcast. C'est vraiment de rentrer en détail dans l'entraînement pour bah, remettre un peu de réalité dans tout ça et dire aux Mhm. gens, bah voilà, la progression, c'est long, ça prend du temps, ça doit être fait de manière réfléchie. Et en fait, ceux qui progressent sans trop se poser de questions, souvent, c'est deux types de personnes. C'est soit ceux qui sont doués génétiquement, donc ils ont la golden génétique, comme on dit, ils Mhm. sont super légers, ils ont commencé à grimper à 10 ans. Ils ont pas fait d'erreur parce que je sais pas, leurs parents sont coachs ou enfin ou c'est leurs parents Ouais. qui les coachent, tu vois. Et en fait, ils ont pas eu besoin de faire tout ce que les autres font parce que bah ils ont commencé tellement jeunes que ça marche. Mhm. Euh, ou alors sinon bah c'est des personnes qui sont hyper acharnées dans leur entraînement, qui réfléchissent vraiment à comment bien faire les choses, etc. Et en fait l'entre-deux ça n'existe pas. Tu vois, je connais personne qui grimpe un peu de manière laid back, on va dire, et qui J'ai progresse vraiment commencé bien. tard, exact, c'est ça. Ouais, c'est impossible. Enfin, c'est possible jusqu'à un certain niveau, mais ça va être très très lent et ça va être Ouais. un peu en dents de scie. Vraiment pour avoir une vraie belle progression, un peu sous forme d'escalier, on va dire. Mhm. C'est que des personnes qui réfléchissent beaucoup à leur entraînement, à comment elles gèrent un peu telle ou telle chose. Et et ouais, je connais personne qui se réveille un matin et qui se dit ah bah c'est bon là je vais flasher V10, Exact. je me sens en forme aujourd'hui. Ouais. Enfin ça existe pas, tu vois. Enfin c'est vraiment tout un process et ouais, je pense que j'ai un peu trop répondu à la Mais non, question ben c'est bien sur correct, les j'adore cycles, ça. Puis mais là, ouais. dans le fond, tu me parlais de. Je pense qu'on a comme répondu à la question de comment peak, si on veut, à un certain moment donné. Dans ce peak-là, est-ce que selon toi, pendant une saison, mettons, de performance, comme on dirait, mettons qu'on dirait au Québec, qui dure à peu près 2 mois, est-ce que selon toi, c'est possible d'essayer de maintenir cette force-là pendant le pic de performance? Ouais, carrément. En fait, c'est possible de maintenir sa force parce que la force, c'est Mhm. très facile à maintenir. Par contre, souvent, ce qui va diminuer, c'est la puissance, l'explosivité, Mhm. la résistance, l'endurance. En fait, toutes les autres métriques vont un peu descendre. Et par contre, conserver sa force, c'est assez facile. Et en fait, il suffit juste de faire bah, ce que je disais tout à l'heure, un peu des rappels de force. Et concrètement, comment ça s'organise un rappel de Ouais. force? Vous Ça, je voulais reprenez qu'on en juste. parle. C'est ça, je voulais qu'on en parle du rappel de Ouais. force. Tu veux que je parle direct ou Ouais, tu vas-y, veux un vas-y, peu vas-y. axer Je la pense que question, ça hein? fait une très belle transition. Ouais. Et du coup, bah, comment t'organises un peu cette séance-là de rappel de force? Déjà, faut qu'elle dure très peu de temps. Une fois que t'es échauffé, ça dure à peu près 30 minutes. Ok. Vraiment, ça doit pas durer beaucoup plus longtemps parce que sinon, ça a plus tendance à te fatiguer enfin, qu'à te stimuler, on va dire. Mhm. Et tu prends, moi, j'ai tendance à dire trois ou quatre exercices qui ciblent vraiment des qualités différentes. Par exemple, un exercice de suspension en semi-arqué, parce que c'est ce qui sollicite le plus les muscles et un peu moins les tendons. Un exercice de traction, tu vois, ça peut être soit, je sais pas, des blocages un bras, des tractions lestées, enfin des tractions un bras, voilà, peu importe, mais un exercice de traction où tu peux charger de Mhm. manière contrôlée, on va dire. Un exercice de gainage, tu vois, souvent ça va être des variantes de front lever ou des L-sit, des toast to bar, enfin voilà, un Mhm. exercice de gainage, peu importe, tu vois, où tu peux pareil faire de la surcharge progressive. Et après, le quatrième exercice, ça va vraiment dépendre. Peut-être un petit rappel de puissance ou un rappel d'endurance. Enfin, ça dépend un peu des besoins spécifiques, mais tu vois, déjà, si tu prends un exercice de suspension, un exercice de traction, un exercice de gainage, tu as déjà à peu près toutes les qualités physiques qui sont sollicitées et qui sont assez faciles à conserver. Et ensuite, Ok. tu fais juste une sorte moi, j'appelle ça une série unique, c'est-à-dire que tu vas monter en gamme. Imaginons, on prend l'exemple des tractions lestées. Ton maximum que tu as fait au cycle d'avant, c'était une traction lestée à 40 kilos, par exemple. Mhm. Bah, tu vas faire une série à 10 kilos, deux ou trois répétitions, une série à 20 kilos, deux ou trois répétitions, une série à 30 kilos, tu vas faire qu'une seule répétition, et après tu fais un maximum de répétitions à 40 kilos. Donc ça, c'est ta vraie série de travail. Et Ok. du coup, bah, si tu vas vraiment à l'échec sur cette série, bah, tu as fait ta série de travail à l'échec, donc tu as conservé en fait tes qualités de force parce que tu les as assez stimulées. Ok. Et c'est vraiment le meilleur retour sur investissement que tu peux faire, c'est-à-dire tu fais très peu d'échauffement, vraiment très, très spécifique, tu vois, Mhm. juste augmentes la charge progressivement.
et tu fais une série à l'échec. C'est hyper important d'aller à l'échec sur une seule série, par contre, pas sur Ok. toutes les séries de tous vos entraînements, Ben etc. Ça, oui. c'est un autre truc. Mais pour du rappel de force, vraiment aller à l'échec total. Tu vois, même si par exemple tu sens qu'à ta deuxième traction, la troisième, elle va pas passer, bah t'enclenches quand même la troisième. T'essayes. Et même si tu Mhm. bloques, même si tu bloques à 90 degrés, c'est pas grave, parce que tu as quand même mis ton intensité maximale. Ouais. Et après, il faut juste faire attention à pas se blesser. C'est-à-dire que, imaginons, même si ton ancien max c'était 50 kilos, bah, si tu sais qu'actuellement ton max c'est plus 40 kilos, que ce jour-là tu te sens pas spécialement en forme, bah, tu restes à 40 kilos et tu fais maximum de répétitions à 40 Ok. kilos. Voilà, tu vas pas tenter le diable à essayer 50 kilos. Faut Ok. aussi adapter à sa forme du jour, etc. Mais Puis voilà, ça, dans en le fond, gros, c'est le un peu comment rappel ça se de passe. force, il va se faire avant une séance de grimpe. Je comprends bien. Le genre de Oui. 30 minutes à 1 heure, incluant l'échauffement, là, c'est avant, ok, avant la grimpe. Ce rappel de force-là sert de réchauffement, si on veut, avant la séance d'escalade. Exactement. Et en fait, ça sert même d'activation nerveuse, c'est-à-dire que ça s'appelle la potentiation. C'est en fait le fait bah, d'activer son système nerveux pour être capable de développer plus de force après. Et tu vois, là, Mhm. ils ont ressorti une étude il y a pas longtemps où en fait, ce qui marche le mieux pour la potentiation, c'est de faire une série maximale. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, si on reprend l'exemple où ton max sur une traction, c'est 40 kilos, Mhm. ton max estimé sur 5 répétitions, c'est à peu près 30 kilos. Bah, tu vas prendre juste 30 kilos et tu fais une série à l'échec, donc tu vas te rapprocher des 5 répétitions. Hmm. Et en fait, bah, juste après, tu vas grimper. Quand je dis juste après, c'est quand même après au moins 15-30 minutes de Ouais, ok, repos, tu vois, ouais, histoire de... exact, c'est ça. Pas deux C'est minutes ça. après, là. Non, 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 pas 2 minutes après, mais quelques minutes après, tu vois, Ouais. voire quelques heures, parce que souvent, tu peux faire ça le matin et aller grimper en début d'après-midi Mhm. ou même en début de soirée. Et en fait, ton système nerveux est encore échauffé et tu as juste besoin de refaire quelques tractions au Ouais. poids de corps, c'est pour t'échauffer musculairement, on va dire. Mais ton système nerveux est déjà activé. Et là, tu vois, si je reprends mon exemple perso, quand j'ai sorti du coup mon premier 7C+, là, mon Mhm. V10, Le V10, ouais. bah, en fait, j'avais fait mon rappel de force le matin. Je suis allé grimper l'après-midi, il est sorti au premier essai de la séance. Wow, Donc tu c'est vois, fou, ça. j'ai même pas recalé les mouvements. J'ai juste tiré un peu sur les prises. Je me suis dit, ok, je me sens bien sur les prises. Je me souviens des positions. Tu sais, j'avais des vidéos, donc j'ai re-regardé les vidéos, etc. J'ai fait un seul bloc Mhm. d'échauffement qui devait être à peu près, je sais pas, 7A, tu vois, à peu près. Mhm. Donc ça doit être V5, je V... pense. V5 ou V6, Je 7A. pense que c'est V6, si je me souviens bien. 7A. 7A, 7A. Ouais, V6, exact. Voilà, tu vois, en gros, j'ai fait un 7A, donc quand tu fais V10, donc c'est vraiment intensité échauffement, quoi. Mhm. Et après, bah, j'ai pris genre 5 minutes de repos et j'ai testé direct mon V10. Et premier essai de la séance, il est sorti parce que justement, j'avais encore mon système nerveux qui était activé, je m'étais Mhm. bien échauffé, etc. Et du coup, j'ai pas remis 30 minutes à essayer les mouvements, à me fatiguer, etc. Ouais, Et donc, du coup, je pense que je l'ai sorti en partie grâce à ça parce que bah, c'était un truc quand même assez intense en termes de puissance, etc. ouais, Et l'erreur que j'avais fait sur les 2 ou 3 séances d'avant, ouais, sur les 2 séances d'avant, c'était le fait que j'avais mis beaucoup trop d'essais en fait à comprendre les mouvements. Et au moment où j'avais compris le mouvement, bah, j'avais plus assez de puissance pour ouais, faire le mouvement. Tu vois. Et donc du coup, bah, ça c'était un facteur limitant. Donc je suis arrivé, je connaissais ouais, ma méthode, j'ai retesté un peu les préhensions et je me dis bon bah ok c'est bon, je me sens chaud, bah, je donne 100% de tryhard comme on dit. ouais. Et c'est sorti au premier essai. Tu vois. Donc au final, bah, au lieu de C'est grimper fou. 2 heures dans du max, bah, tu grimpes 15 minutes et tu sors ton projet. Ouais. Et je suis pas le seul qui fait ça. Tu vois là, moi je grimpe aussi un peu souvent en région parisienne, donc pas loin de Paris où il y a pas mal d'athlètes de haut niveau qui vont s'échauffer dans des salles et après ils vont à Fontainebleau, tu vois. Et Mhm. donc ils font ce truc-là de rappel nerveux. Tu les vois, Ouais. ils font des suspensions à un bras. Bon voilà, on va pas. Enfin, eux ils tiennent des trucs où tu vois ils vont Ouais. faire ça sur 14 millimètres à un bras, les 10 kilos. Enfin bref. Et après tu les vois en fait, tu dis ok, il a forcé comme un bœuf. Et là il remet son sac à dos et il s'en va, tu vois. Enfin vraiment le mec est arrivé, il a fait 2 séries sur la poutre et il s'en va. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Et tu vois 3 heures plus tard il met une story à Fontainebleau, hop 8B validé, tu vois. Donc Wow! Hey, c'est donc fou, en fait, ça! tu C'est vois, tellement c'est vraiment ce truc contre-intuitif, de, là. C'est ouais, c'est contre-intuitif, ça. là. Moi, mettons, en ce moment, ça me surprend énormément. Tu sais, moi, mettons, le premier, le réflexe que j'aurais eu, justement, ça aurait pas été de, ah, je vais aller forcer jusqu'à l'échec, 1 heure et demie, 2 heures avant d'aller sur mon projet qui est limite. Tu sais, moi, dans ma tête, mon Faut être premier le plus frais réflexe, ça aurait possible. été le plus frais possible, mais c'est vrai que de préparer ton système nerveux, puis là, il est Ouais. déjà prêt à forcer fort quand on arrive dans notre projet, ça fait du sens maintenant que tu y penses.
C'est Bah, cool, c'est c'est hot. hyper pertinent et dans plein de sports, ils font ça. Tu vois, par exemple, si tu prends l'athlétisme, tu sais, le 100 mètres, par exemple, Mhm, ils vont faire deux ou trois squats très, très lourds. Alors, ils font même pas des squats en amplitude complète. Ils font genre des quarts de squat ou des demi-squats très, très lourds. Et puis après, 15 minutes après, ils s'entraînent. Et comme ça, en fait, ils ont vraiment activé leur système nerveux à développer un maximum de force dans les jambes. mhm, Et en fait, comme ça, ils sont hyper activés. Et en fait, dans plein de sports, ils font ça. Et en escalade, en fait, ça marche aussi. Ça marche aussi seulement si tu as déjà les qualités gestuelles qui sont ancrées, tu vois. C'est-à-dire que là, tu vois, moi, ça a marché parce que je connaissais déjà les mouvements, j'avais déjà mis des séances dedans. Il faut pas faire ça à toutes les séances, etc. Mais tu vois, pour vraiment valider un projet qui est vraiment à ta limite, c'est hyper intéressant de d'activer son système nerveux juste avant. mhm. Et je trouve que ça se transfère un peu moins à tout ce qui est escalade de difficulté, donc avec donc le lead climbing, parce que là pour le coup, faut plus s'échauffer tout ce qui est un peu endurance, etc. pour éviter d'avoir le flash pump. C'est vraiment le truc OK. où tu montes deux dégaines et t'es daubé Ouais, pendant 45 minutes, t'arrives pas à redescendre. Là, tu vois, pour l'escalade de diff, il faut plus s'entraîner à éviter ça. ouais. Mais pour le bloc, ça marche très très bien et je le vois avec les athlètes français là qui sont hyper forts, qui font ça en région Mhm, parisienne là. Ils font ça, tu vois, même des fois ils font un peu de no foot sur du spray wall. Ils mhm. font quelques blocs en no foot pendant 30 minutes et après ils s'en vont. Et tu dis ok bon c'est bizarre, peut-être ils s'entraînent l'après-midi ou je sais pas quoi et puis tu vois 3 heures après il met sa story hop off the wagon 8 plus. Enfin voilà, enfin, là tu vois c'est pas trop possible parce que Paris et Ouais, exact, c'est c'est ça, un c'est peu pas loin. pareil, c'est pas à côté, Mais mettons, là, euh, mais ouais. mais tu vois, c'est l'idée, tu vois. Tu vas faire quelques blocages un bras, lestés, hop, après tu vas Ouais. sur ton projet, parce que tu sais que tu as un gros move de verrouillage. En fait, si tu connais déjà les mouvements et que tu as déjà les qualités gestuelles, tu as juste besoin d'activer un peu ce potentiel-là qui est endormi. Et pour le coup, ça te fatigue pas énormément et plus ça te réveille qu'autre chose, en fait. OK. Après, le piège, c'est juste qu'il faut pas le faire tout le temps, parce que si tu fais tout le temps, en fait, juste tu te fatigues trop, parce que si tu le fais 4 fois par semaine, ton système nerveux, il va te dire stop, quoi. Il va te dire, bah Ouais, attends, laisse-moi me reposer un petit peu. J'ai besoin de exact. temps pour récupérer. Mais tu vois, si tu vas grimper qu'une fois par semaine en extérieur, je sais pas, tu vas grimper le samedi, tous les samedis, tu vas dans ton projet. Le samedi matin, avant d'aller dans ton projet, tu te fais ta séance chez toi sur la poutre à Mhm. faire une seule suspension lestée vraiment lourd, une seule traction lestée, tu vois, en montant progressivement. Et ça te sert non seulement de rappel de force, donc tu sais que tu vas conserver ta force pendant au moins les 2 semaines qui arrivent. Et en plus, tu es activé pour ton projet. Donc, c'est ça, pour le coup, tu vois, C'est un c'est de la tactique. win-win. C'est de la tactique et aussi OK. de la stratégie parce que c'est de la stratégie d'entraînement, quoi. Donc J'adore ça. non, franchement, ça c'est un truc, ça marche et même pour les compétitions, ils le font. Hein, tu vois, moi je sais que même à l'échelle locale, on s'échauffe 2 ou 3 heures avant dans une autre salle avant d'aller faire le contest dans une autre salle, tu vois, parce que quand t'arrives, il y a trop de monde, tu peux pas bien t'échauffer Mhm. et le temps que tu t'échauffes, les qualifs sont déjà terminés en fait. Donc Exact. il y a ce truc-là aussi de vraiment bien s'échauffer. Et en plus, souvent, les athlètes qui performent le mieux en compète, surtout à l'échelle locale, ils ont le mur à la maison. Ils ont le mur Mhm. à la maison, leur petit spray wall et ils s'échauffent sur le spray wall et après ils viennent plier tous les blocs de la compète en 30 minutes et c'est concrètement c'est ce qui se passe, tu vois. Et pour l'avoir expérimenté et pour l'avoir aussi coaché des personnes qui s'entraînent comme ça fait une différence mais énorme quoi parce que tu passes pas 1 heure à t'échauffer, à échauffer tes sensations, t'arrives, t'es directement chaud et en plus pour la compétition ça fait vraiment de l'intox, c'est quand tu fais peur aux concurrents, tu vois. T'arrives, eux, ils sont même pas encore échauffés, tu sais, ils sont encore avec leur élastique à faire des rotations et tout. Et toi, t'arrives, tu fais une traction à un bras, tu vois, tu fais, ouais, je suis fort et tout. Tu sais, ça leur fait peur un peu, tu vois. L'intimidation. Et ouais, c'est ça. Non, mais il y a des sports où ça marche vraiment, tu Ouais. vois, parce que pour le bloc, surtout quand tu fais de la compétition comme ça, c'est beaucoup de mental. Et tu vois, si tu vois qu'une autre personne est plus forte à l'instant T, tu vois, genre le mec qui fait une traction à un bras devant toi à l'échauffement, alors que toi, t'es même pas encore chaud, tu dis, ah ouais, là, le gars, dans 5 minutes, il va plier le bloc le plus dur de la compète. Et moi, dans 1 heure, je suis pas encore échauffé, tu vois. Mhm. Et dans ta tête, il y a une graine qui rentre et tu te dis, ah ouais, en fait, ça se trouve, là, je vais pas me qualifier parce qu'il y a que 3 places. Et Ouais. là, lui, s'il se qualifie, il reste que 2 places. Et après, tu regardes autour de toi et tu fais, ah ouais, mais en fait, est-ce que ça peut être Là, moi le ça deuxième ou le part. troisième? Et du coup, il y a cette dimension mentale qui rentre en concurrence avec tes capacités physiques, quoi. Ouais. Et ouais, enfin, c'est même pour le bloc, tu vois, ça peut te mettre en confiance. Le fait que, tu vois, par exemple, tu testes une suspension max juste avant d'aller faire ton projet, tu passes un record personnel, tu vois, je sais pas, tu tiens 2 secondes de plus ou 2 kilos de plus, tu dis, ok, là, je suis en forme, tu vois, et Mhm. objectivement parlant, je suis en forme. Et en plus, t'as activé ton système nerveux et du coup, enfin, c'est vraiment, t'es au max, quoi. T'es au max de ta perf. Ouais. J'adore ça. Puis là, si là, on a parlé de comment peak, si on veut, à un certain moment donné dans un cycle, on a parlé de l'échauffement slash entraînement puis garder sa force. Maintenant, parlons, si on parle de comment récupérer de des entraînements, toi, ce serait quoi ton go-to?
Ouais. Ce que tu pourrais recommander à des athlètes pour bien récupérer, ça ressemblerait à quoi? Moi, tu vois, j'appelle ça la checklist quotidienne dans mes coachings, où en fait, il y a une petite checklist où tu mets des petits 0 ou des petits 1 tous les jours, un peu comme si tu cochais des cases, tu vois, Ouais. pour dire, OK, bah ça, je l'ai fait, etc. Et là, tu vois, j'avais noté sur mes notes les 3 points principaux qu'il y a dans cette checklist. C'est la nutrition, donc Mhm. bien manger, assez de quantité. Ça, c'est un truc parmi la communauté de l'escalade qui est encore très mal fait. On a Ouais. tendance à dramatiser son poids de corps, à se dire que si on prend 1 kilo, on va moins bien grimper, etc. Moi, vraiment, je travaille pour casser ce mythe parce que Mhm. même si tu prends 1 kilo de poids de corps, si c'est 1 kilo de muscle, tu vas être tellement plus fort que quand tu faisais 1 kilo de moins et que tu étais moins musclé. Enfin, jusqu'à un certain niveau, hein. Ouais. Après, bien sûr, c'est toujours pareil. Plus tu vas grimper dans des cotations extrêmes, en difficulté, en falaise, plus des fois tu peux tomber dans des travers un peu sombres de la nutrition pour vraiment Mhm. juste la performance. Et après, Ouais. bah, c'est pas ça toute l'année, tu vois. Tu fais ça pendant 2, 3 mois, tu sors ton projet et après tu retrouves ton poids de forme. Ouais. Voilà, ça peut être fait de manière saine, en allant un peu dans les extrêmes de temps en temps, mais voilà, c'est des Ouais. cas tellement Faut particuliers le faire que avec des professionnels, là. C'est ça, exact, là. Tu c'est fais pas ça ça. tout Et seul soit en la, t'analysant toi-même, là. C'est ça. C'est ça. Soit l'athlète est professionnel et il sait ce qu'il fait. Tu vois, souvent, bah, ça va être Mhm. des grimpeurs de 9B, 9B+. Enfin, voilà, c'est des falaisistes hyper accomplis qui savent, en fait, de quoi ils ont besoin. Et ils savent que s'ils font, je sais pas, de base, ils pèsent 57 kilos. S'ils font 56 kilos ce jour-là, ils Mhm. vont être capables de faire leur projet. Ça, pour le coup, ça peut avoir un très gros impact, même psychologique, tu vois. Mais pour monsieur tout le monde, on va dire, qui s'entraîne et qui veut progresser, la nutrition, donc manger assez de calories et bien répartir ses calories, tu vois, la bonne quantité de protéines, de lipides, etc. Mhm. Pour bien récupérer, c'est un des facteurs clés. Après, tu vois, je mets pas d'ordre. Je vais pas dire c'est le top 1, c'est le top 2 parce qu'en Ouais. fait, tout est important. Et moi, c'est pour Ouais. ça aussi que je prends tout en compte dans les suivis. Mais vraiment, tu vois, faire une sorte d'analyse de sa nutrition et aussi d'être honnête avec soi-même, tu vois, de se dire, bah là, par exemple, j'ai l'habitude d'aller au fast-food 4 fois par semaine. Peut-être que si j'y allais que 2 fois, bah j'aurais tout autant de plaisir à y aller. En plus, bah j'irais avec les copains, machin. Enfin, il y aurait ce Mhm. côté social. Et en plus, bah à côté, je mangerais mieux. Je sais pas, plus de légumes, plus je sais pas, des trucs moins transformés, genre juste des pommes de terre au four ou j'en sais rien. Et du coup, bah en fait, c'est vraiment win-win parce que tu gardes le plaisir d'aller au restaurant avec les copains et à côté tu grimpes, tu manges mieux, donc bah tu récupères mieux. Ouais. Voilà, c'est une histoire d'équilibre. Mais c'est très dur de donner des grandes lignes. Mais tu vois, moi, ce que je donne souvent comme conseil, c'est d'augmenter un peu ses fruits et légumes, parce que tout le monde est déficient en fruits et légumes. Il y a personne que je connais qui mange ses 200 ou 300 grammes de légumes par repas et 3 ou 4 fruits par Effectivement. jour. C'est vrai. Et même moi, tu vois, je le fais pas tous les jours, etc. Parce que bah, voilà, il y a plein d'autres contraintes qui font que, et puis même des fois, c'est juste trop galère à faire. Mais si 80% du temps, tu arrives à t'en rapprocher, c'est vraiment pas mal. Et après, le deuxième facteur, souvent, bah, c'est la quantité de calories au total et la quantité de protéines. Mhm. Et après, pour les recommandations, pour les calories totales, soit vous calculez un peu votre maintenance calorique et vous essayez d'être proche de cette maintenance. Donc, imaginons, j'ai besoin de 3000 calories par jour. Bah, j'essaye de manger 3000 Ouais. calories par jour. Je me vois comment je me sens. Et si je vois que mon poids, il est plutôt stable, bah, c'est que c'est ce dont j'ai besoin et il faut que je tende à manger ça à peu près tous les jours. Sans Mhm. non plus compter tous les jours, hein. Faut pas devenir, Un bah, fou, là, ce qu'on disait tout à Ouais. l'heure, tomber dans les extrêmes, à compter toutes les calories, etc. Mais tu vois, compter ses calories 1 ou 2 fois par semaine pour être sûr que tu es un peu sur le bon track, comme on dit, ça peut Mhm. être hyper intéressant. Et pour les protéines, moi, je recommande de ne pas dépasser 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc, ça fait C'est un ça que gramme j'allais par dire. livre. 1 gramme par livre, moi, c'est le C'est ça, guideline ouais. que je suis, là. Ouais, exact. Mais Ça a du c'est la sens. limite à pas dépasser, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que tu vas manger au-dessus, c'est pas utile. Et moi, j'ai plus tendance à recommander, tu vois, d'être entre 1,7 et 1, OK. enfin, du coup, et 2. Donc, en grammes par kilo de poids de corps, là, je parle. Ça Donc, tu vois, par exemple, point si je prends mon cas perso, 0,80, quelque chose comme ça, ouais. Par livre, c'est là, si ça. on Tu vois, veut. si je prends mon cas perso, je fais 65 kilos. Si je fais fois 1,7, ça fait 110 grammes de protéines par jour. Bah, moi, je sais que Mhm. personnellement, je vise 120 grammes, tu vois. Je vise OK. 120 grammes et je vise à pas dépasser les 120 grammes. Donc, je suis toujours entre 100 et 120, on va dire, tu vois, et ça marche Ouais. vraiment bien. Et après, faut veiller à bien répartir son alimentation, c'est-à-dire varier les sources. Tu vois, si tu as tendance à manger que des pâtes, bah peut-être que faire 50-50 pâtes et riz, ça peut être bien. Pâtes, riz, Si tu as fruits, tendance tout à ces choses, manger, ouais. c'est ça, tu vois, varier les fruits, les légumes en fonction des saisons. Ne pas négliger les épices aussi, tu vois, tout ce qui est épices, genre le poivre, le curry, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Enfin, ça, c'est hyper bien en termes de vitamines, minéraux. C'est Ça a des anti-inflammatoire propriétés aussi, je pense, tout ce qui est anti-inflammatoires. poivre, ces choses-là, ouais. Ouais.
exactement. Et puis aussi, c'est bon en goût, en fait. Et si t'aimes bien ce que tu manges, bah, t'as tendance à être plus en adéquation avec ton programme alimentaire. Mhm. Donc, tu vas pas le voir comme une frustration de manger un repas normal, tu vois. Et Exact. ça devient un problème. Ça devient un problème quand manger un repas normal, je sais pas, par exemple, riz, poulet, légumes, curry, coco, par exemple. Je sais pas, c'est un truc que je mange beaucoup en ce moment là. Bah, en fait, c'est tellement bon que limite, je suis content de rentrer chez moi et d'avoir Exact. mon Tupperware et juste de le réchauffer. Et tu vois, je suis là en mode, bon, ok, j'ai fini le jeu en fait. C'est ça, c'est pas J'arrive une chez moi, mon corvée. plat il est déjà prêt. C'est ça. Et du coup, il faut manger des choses que vous aimez. Et après, il faut juste que ça rentre dans votre total calorique. Tu vois, je dis un truc au pif, t'aimes bien manger du beurre de cacahuète, du peanut butter. Ça rentre dans une diète en fait. C'est juste qu'il faut pas en manger 200 grammes par jour. Mhm. Mais tu vois, si tu en manges 30-40 grammes et que ça rentre dans tes calories, etc., bah c'est OK en fait, tu vois, surtout si t'aimes bien ça. Et puis même des fois, ça peut être très pratique parce que c'est facile à transporter, etc. Enfin, tu vois, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Mais Mhm. voilà, conseil numéro un, la nutrition. La nutrition, c'est Et ça. ouais, la nutrition. Et après, numéro 2, le sommeil. Dormir assez, optimiser son sommeil, avoir des routines pré-sommeil, pas éviter les écrans, prendre des compléments alimentaires comme par exemple du zinc et du magnésium Mhm. avant de dormir, c'est hyper important. S'exposer à de la lumière rouge, s'exposer à la lumière du soleil la journée. Enfin voilà, je sais qu'au Québec, ça peut être très compliqué aussi. Mais, Exact. euh, mais voilà, enfin, en fait, il y a tellement de moyens en fait d'optimiser son sommeil. Et le conseil le plus simple et le plus facile à mettre en place et qui est littéralement gratuit, c'est de couper ses écrans 30 minutes avant d'aller dormir. Vraiment, Mhm. tu te dis, OK, faut que je dorme à 23 heures, à 22h30, tu éteins ton téléphone, tu éteins ton ordi, super dur à faire, mais en fait, tu te rends compte que si tu te forces à le faire, en fait, juste tu t'ennuies en fait. Genre, tu te dis, bah ok, bah là, je suis dans ma Qu'est-ce que chambre, je je peux fais? rien faire. Ouais. Je lis un livre, je fais des étirements et je vais dormir. Et voilà. Après, en plus, bah si t'es, je sais pas, je dis un truc au pif, mais si t'es en couple, bah c'est un moment d'échange où tu vois, tu Mhm. vas partager avec ton conjoint ou quoi, tu vois. Donc, Mhm. donc ça peut être aussi hyper positif dans ta vie en général, en fait, de se dire, au Ouais. lieu de scroller sur TikTok, bah, j'ai une communication avec quelqu'un. Mhm. Si t'es tout seul, bah désolé déjà si vous êtes tout seul et que vous écoutez Tu lis un le livre. podcast. Écoute un Ouais, c'est ça, podcast. Écoute un tu lis un podcast. livre, t'écoutes le podcast, tu fais tes étirements. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux faire sans écran. Tu prends ton carnet d'entraînement, t'écris ce que t'as fait cette journée-là. Ouais. Tu vois, c'est des trucs bêtes qu'on n'a plus l'habitude de faire, mais qui sont hyper importants. Et rien que le fait d'écrire, tu vois, avec un stylo, ça déclenche des trucs dans le cerveau que tu Mhm. déclenches pas quand tu tapes sur un clavier. Enfin voilà, en fait, il y a plein de trucs qui sont possibles pour optimiser son sommeil. Là, je parle même pas des méthodes comme l'hypnose, la respiration, tout ça. Enfin voilà, Mhm. il y a tout ça qui peut rentrer en compte. Ouais. Mais vraiment, ouais, optimiser son sommeil de n'importe quelle manière et aussi essayer de se coucher assez tôt, donc de préférence avant minuit, parce qu'on dit Ouais. que les heures de sommeil avant minuit, ça compte double, etc. par rapport à tout Ouais. ce qui est cycle biologique, Circadien, etc. ouais. Ouais, c'est ça. Puis Et en termes de aussi, bah, nombre essayer de d'heures, se... Moi, j'ai tendance est-ce à recommander bah, entre 7 et 9. Ça dépend 7 et des 9? personnes, mais tu vois, moi, je sais qu'en général, je m'endors vers 23 heures. Je me réveille vers 8h30. Donc, Mhm. ouais, c'est ça. Ça Ouais, fait 9 9 heures. heures. Exact. 9h30, ouais. Ouais, 9 heures, c'est ça. Bah, 23h30, ouais, c'est ça. 23h30, 8h30, ouais, ça fait 9 heures. Et, euh, tu vois, ouais, c'est ça. C'est à peu près ça tous les jours. Et c'est rare que je me couche plus tard ou que je me couche plus tôt et que je me réveille plus tard. Et des fois, il y a des jours où, tu vois, par exemple, je sais pas, je vais pas avoir de rendez-vous, de visio ou quoi. Je mets pas de réveil. Et en fait, je me réveille toujours à cette heure-là et je me sens reposé, tu vois. Il y a Mhm. jamais un jour enfin, ça arrive, hein, mais c'est rare les jours où je me réveille et je me dis, je suis pas en forme parce que j'ai mal Mhm. dormi. Souvent, ça va être, bah, soit parce que j'ai des courbatures de la veille, soit parce que j'ai mal mangé la veille, donc je sens que j'ai un peu mal au ventre, j'en sais rien, tu vois. Mais vraiment, le sommeil, en fait, je trouve c'est tellement important que, enfin, limite, tu vois, j'aurais tendance à dire, je sais pas si t'as un job où tu dois travailler super tard, faire 1 heure de transport pour rentrer. Euh, Facile à dire, très dur à faire. Ouais. Change d'environnement, tu vois. Changer Exact. d'environnement parce que ça a tellement un impact négatif sur ta santé, que ce soit la santé mentale, la santé physique. En plus, ta santé mentale, ça déteint sur tes proches. Mhm. Après, si t'es dans un mauvais environnement avec tes proches, ça influe sur ta performance de vie en général, tu vois. Mhm. Tu vas être moins performant parce que tu vas être fatigué. Enfin, en fait, tout part du sommeil. Et si tu n'optimises pas ton sommeil, bah, tu passes à côté de tellement de choses que, en fait, ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est juste trop important, en fait. C'est trop Ouais. important et on n'est pas des super-héros, des surhommes où juste si tu prends un café, ça va aller. Exact. Non, le corps, il a besoin de sommeil. Et tu peux pas bypass ça, en fait. T'es obligé de Mhm. dormir et de bien dormir, surtout quand t'es athlète, c'est juste trop important. Et,
Et après, le dernier conseil, donc top Voilà, 2 du coup, bah vraiment, ouais, le le sommeil. troisième point, ouais. Et le troisième, moi, ce que j'ai noté, c'est la marche. Alors ça, c'est un truc qui est hyper sous-estimé aussi parce Ah, c'est que bon bah, ça. on est de plus en plus sédentaire. Que ce soit, bah, tu sais, bah là, je regarde, on fait le podcast, on est assis. Mhm. Après, ça se trouve, moi, je vais prendre la voiture pour aller à la salle. Enfin, tu vois, c'est des trucs où en fait, on s'en rend plus compte, mais on bouge pas beaucoup au cours de la journée. Et en fait, juste le fait d'aller marcher, déjà sur la santé en général, c'est un très gros impact positif parce que tu fais circuler le sang. Après, je parle même pas des trucs de, t'as la lymphe qui circule où en fait ça élimine les déchets métaboliques, etc. Enfin, en fait, tu récupères beaucoup mieux en allant marcher que quand tu ne marches pas. Et tu peux faire l'expérience hein, si t'as pas l'habitude de marcher beaucoup. Après, bah, au Québec, je sais que l'hiver ça peut être vite compliqué. T'as pas envie de sortir quand il fait -30, Ouais, c'est vrai qu'il fait mais froid. Bah, mais c'est possible mais pareil. C'est tu pas impossible. mais tu vois, souvent en plus dans les salles outre-Atlantique, les salles sont mieux équipées qu'en France et t'as souvent des treadmills, enfin des oui c'est ça, OK. des tapis de course. Des tapis roulants, ouais. Et ouais, bah tu les mets un peu inclinés, tu fais genre 15 minutes de marche avant ta séance, 15 minutes de marche après ta séance, si t'as le temps de le faire bien sûr. Bah déjà tu vois, t'as marché 30 minutes un peu en pente inclinée, ça fait un peu monter ton cardio. Et tu vois, c'est des trucs très simples comme ça que tu peux mettre en place et ça a un gros impact sur ta récup au global. Et moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est de faire à peu près 10 000 pas par jour. Mhm. Et si tu marches pas avec ton téléphone ou quoi, 10 000 pas, ça fait à peu près 1 heure de marche sur la journée. Donc tu vois, il suffit que tu marches un peu pendant la journée, je sais pas, pour te Ouais. déplacer, pour aller à la salle. Tu rajoutes 2 fois 15 minutes en début et en fin de séance. Et voilà, c'est bon, t'as tes 1 heure de marche. Et même pour tout ce qui est santé mentale, ça aide beaucoup parce que Ben oui. quand tu marches en général, soit tu écoutes un podcast. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent en marchant, petite dédicace. Yeah. Et, euh, et c'est comme quand tu es en voiture, quand tu vas à la falaise, tu vois, enfin, t'écoutes des trucs. Enfin, c'est pas Mhm. un trajet mort, tu vois, c'est pas du temps mort. Ouais. Et tu réfléchis à tes projets, tu réfléchis tu te remets en question, tu dis bah attends là la séance d'hier pourquoi ça s'est mal passé. Enfin en fait voilà t'as vraiment ce côté réflexion où aussi bah tu décroches un peu de ton téléphone. Euh, mais voilà ouais la marche hyper important et ouais j'essaye en général de faire minimum 5 000 pas par jour donc ça fait à peu près 30 minutes de marche. Ouais. Ça c'est vraiment les jours où t'as pas le temps et c'est le grand minimum. Voilà tu fais un peu le tour du quartier et c'est bon t'as tes 30 minutes de marche. Mhm. Et après, si vraiment t'as le temps, je monte jusqu'à 1 heure et demie, parce que moi, après, ça m'arrange parce que je réponds à mes clients bah, par WhatsApp ou En quoi, tu vois, et du marchant, coup, bah, ouais. je vais marcher. Exactement, tu vois. Donc, après, ça peut être très vite compliqué quand t'as un métier sédentaire où t'es obligé d'être derrière ton bureau, etc. Mais déjà, tu vois, dans ces cas-là, tu peux peut-être essayer d'investir dans tout ce qui est les standing desk, donc pour travailler debout. Déjà, niveau santé cardiovasculaire, ça fait un gros impact. Tu dépenses un peu plus de calories aussi en étant debout. Mhm. T'as tendance aussi à être plus productif parce que t'as pas envie de rester debout pendant 4 heures. Donc, si tu Exact. sais que tu dois faire une tâche, Tu vas enfin, la faire. pour l'avoir expérimenté, ça marche vraiment bien. Tout ce qui est ouais, standing desk, c'est vraiment pas mal. Et après, je trouve bon, ça, faut être vraiment fou pour le faire, mais moi, je le fais, enfin, je vais le faire Moi, je bientôt, le fais. C'est ça. c'est d'avoir un tapis de marche, tu vois. Et tu vois, par exemple, moi, je sais que je fais des vidéos avec mes clients. Et du coup, bah, bientôt, je vais m'acheter mon tapis de marche parce que, bah, ça va être l'hiver. Enfin, j'ai pas envie de sortir. Et du coup, bah, je sais pas si je dois passer 2 heures en visio. Bah, je marche sur mon tapis pendant 2 heures. Et en fait, comme ça, je fais ma visio et en même temps, je marche. Donc, en fait, Hmm. bah, je fais les deux en même temps, quoi. Je C'est travaille bon, et ça. c'est ça, et je fais ma récup en même temps. Cool. Donc voilà, ça faut être un peu fou pour le faire, mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a des solutions et un tapis de marche ça coûte pas super cher, tu vois, ça coûte genre Alors. 150 200 euros grand max, tu vois. Donc Mhm. voilà, c'est un investissement, mais après c'est toujours pareil, c'est un investissement pour ta santé, pour ta récup. Et est-ce que tu préfères bah, investir 200 euros dans un tapis pour marcher, faire tes pas, être en bonne santé, ou dépenser 300 euros chez le médecin parce que après t'as un problème, parce que je sais pas, au niveau cardiaque tu récupères pas bien ou quoi, tu vois. Enfin voilà, c'est toujours sur le long terme Mhm. qu'il faut faire un peu les analyses coût-bénéfice, on va dire. Et tu vois, c'est un truc aussi qu'on dit souvent par rapport à tout ce qui est coaching, escalade, etc. C'est que ça peut coûter cher, mais en fait, au final, bah, t'économises tellement de temps, t'économises des blessures, etc. Enfin, en fait, si tu prends la globalité, en Ah, fait, tu le ça payes coûte pas si déjà, cher c'est que ça. ça. Et On le c'est paye ça. déjà d'une Et certaine ouais, façon, là, ouais. En ne c'est le ça. Ouais. faisant pas, tu sais. Hmm. C'est ça, Cool. le coût de l'inaction, ouais. Vraiment le coût de l'inaction, et ça c'est pareil, si tu laisses ton argent dormir à la banque, que tu fais pas de placement et tout, ils appellent ça, ouais, ça te coûte de l'argent en fait de rien faire, Exact. parce que bah ton argent il perd de la valeur avec le temps. Bah là c'est un peu pareil, tu vois, et ça c'est dur Hmm. de l'intégrer parce que tu te dis bah non c'est bon mon argent il est à la banque, il est safe, il est tranquille, et en fait si tu fais rien, bah dans 10 ans il a perdu la moitié de sa valeur, tu vois. Et tu C'est te dis bah vrai. attends j'ai travaillé X heures pour avoir tant d'argent.
Ouais. Et dans 10 ans, ça vaut la moitié. Donc en fait, c'est comme si j'avais travaillé pour moitié moins. Et du coup, bah ça, ouais, ils appellent ça le coût de l'inaction. Et après, bon, je suis pas là pour faire un podcast de finance, mais ouais, c'est, On prend une enfin, faire des méga investissements. tangente. C'est ça, Ouais, exact. c'est ça. Mais tu vois, faire des investissements, tu peux faire le parallèle avec bah, investir sur sa santé, en mangeant mieux, en marchant plus, Hmm. en dormant bien. En fait, c'est un investissement sur ta santé en fait, et ça a un très très gros impact sur ta performance. Donc ouais, voilà. Pour moi, mon pilier, mes trois piliers, c'est ça. C'est vraiment la nutrition, le sommeil et la marche, parce que c'est hyper Hmm. important. Et tu vois, j'ai pas mis les étirements là-dedans parce que je considère pas que les étirements ça permette de mieux récupérer. Je considère plus que ça permet d'améliorer sa souplesse, sa Mhm. mobilité, etc. Tu vois, enfin. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans cette catégorie. Mais j'aurais pu mettre les étirements aussi, parce que c'est aussi un des piliers qui est Ouais, super important à faire au quotidien, mais qui, selon moi, est moins important que ces trois piliers-là. j'aime ça. Euh, on a parlé justement beaucoup de force de doigts. Je pense que honnêtement, on pourrait faire un épisode complet par rapport à ça. J'aimerais qu'on parle des métriques en dehors, si on veut, de la force de doigts. Parce que là, on a dit que justement, pour atteindre certains niveaux, c'est important de respecter certains barèmes au niveau de ces forces-là. Là, c'est sûr qu'on pourrait commencer à embarquer dans toutes les forces de doigts dans certaines positions, la force contact, la force puissance. Il y a tellement de métriques qu'on peut calculer par rapport à ça, mais si on parlait plus des métriques niveau mental et technique, puis tactique peut-être même, ce serait quoi les barèmes que toi, tu essaie de calculer avec tes athlètes là, pour les faire performer puis les faire s'améliorer dans ces sphères-là de l'entraînement. Je commence par le mental. Ouais, J'ai noté deux choses. La ok. première, c'est d'avoir un objectif. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. C'est-à-dire que j'ai des personnes des fois qui viennent me voir en appel, tu vois, pour que je les coach, et ils me disent, bah j'ai pas vraiment d'objectif, tu vois, je veux progresser, mais voilà, juste je veux progresser, tu vois. Et en fait, c'est Ok. tellement large que tu peux te perdre, et en fait, tu t'es très vite perdu en fait si t'as pas d'objectif. Mhm. Donc c'est vraiment quelque chose où si vous avez pas d'objectif là dans votre grimpe actuellement, vous vous posez 10 minutes devant votre bureau ou voilà, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez pourquoi vous grimpez et qu'est-ce que vous voulez atteindre via votre entraînement en fait. Et tu vois, ça peut Mhm. être très facile, ça peut être ok, je grimpe pour le fun, j'aime bien aller à la salle, voir les copains et je veux pas forcément m'améliorer en termes de performance. Tant que je vais à la salle avec les copains, je suis content. Voilà, tu vois. C'est très Mhm. pratique et là du coup bah, je vais dire à la personne bah écoute t'as pas besoin d'un coach, t'as juste à faire attention à bien t'échauffer, à pas trop en faire pour pas te blesser et tout va bien se passer, tu vois. Vraiment, il n'y Mhm. a pas besoin de faire de prépa physique, de commencer à optimiser sa nutrition ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, même si c'est toujours intéressant de le faire dans une optique de santé globale. Ouais. Mais, euh, mais voilà, tu vois, cette personne-là, je vais très vite lui dire, bah, en fait, ton objectif, il est hyper intéressant, mais bah, en tant que coach, je peux pas t'aider à atteindre cet objectif parce que t'as pas besoin de moi, en fait, pour faire ça, tu vois. Mhm. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui vont avoir un objectif précis. Par exemple, voilà, tu me disais, t'as fait un V8, Mhm. ouais, c'est ça, je Ouais, sais exact, plus. c'est ça dehors, ouais. C'est ça. Et bah tu me dis bah voilà la saison prochaine je veux faire mon premier V9. Bah là tu vois pour moi c'est très concret et très vite on peut mettre des images là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut dire ok bah là tu vas aller dans ton spot de grimpe local, tu vas regarder c'est quoi un peu tous les V9 qui sont disponibles. Tu prends des photos ou alors tu sais tu regardes le guidebook ou quoi tu vois et tu me dis bah voilà il y a ces cinq blocs là c'est des V9. Celui-là il m'intéresse particulièrement parce que je sais pas il y a un mouvement qui est super joli et voilà c'est mon objectif je veux faire ce V9 là. Et du coup, bah là, pour moi, c'est hyper facile après de calibrer l'entraînement Mhm. parce que je vais me dire, OK, actuellement, ton niveau, c'est ça. Tu veux faire cet objectif-là. Qu'est-ce qui te manque concrètement, tu vois, pour y arriver? Et après, je vais avoir la réflexion de me dire, ah, OK, bah, le mouvement en question, il y a un talon qui est super haut, au niveau de la main. Donc, du coup, si t'es pas assez souple au niveau des ischios, tu peux te faire un claquage. Si tu te claques, bah, tu vas te blesser. Tu vas devoir te rééduquer pendant 6 mois, Mhm. etc. Enfin, voilà, ça peut être très long, ça peut être très fastidieux. Alors que si tu fais un peu de prépa physique, sur ce truc-là particulièrement, bah en fait, ça se trouve, tu as déjà le niveau sur tout le reste pour faire ce V9, tu vois. Exact. Euh, donc en fait, voilà, je dirais niveau mental, parce que moi, pour moi, ça rentre dans le mental, en fait, les Ouais. objectifs, c'est d'avoir un objectif et vraiment de l'écrire de manière très tangible. Et par contre, tu vois, si ton objectif, il est assez global, par exemple, voilà, je veux progresser en escalade, bah quand même mettre un cadre, c'est-à-dire, bah ok, je veux progresser sur les blocs en salle, par exemple. Ou je sais Mhm. pas, par exemple, actuellement, quand je vais à la salle, je suis capable de faire. Alors, je sais pas trop si au Québec, vous, les cotations, vous les mettez en couleur ou si vous avez les Ça race dépend points. des gyms, mais normalement, c'est écrit la cotation directement sur
sur le blog, dans le fond, Ouais, le dans le petit gym. chip. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah tu vois, bah, on part du principe qu'il y a les cotations en V-Point où tu te dis bah ok bah dans mon gym je peux flasher tous les V5 Mhm. bah voilà je veux progresser donc bah je veux être capable de flasher un V6 par exemple. Et tu vois là ça même si c'est pas forcément équivalent à un V6 en extérieur et tout tu vois sans rentrer dans ce débat-là Ouais, bah là pour le coup exact. Ouais. c'est un objectif qui est très concret parce que bah c'est un niveau au-dessus même si c'est pas forcément un vrai V6 etc. Voilà ça on va pas rentrer dans le débat. Euh, mais bah, objectivement, dans cette salle-là, le V6, c'est plus dur que le V5. Donc, bah, si tu veux flasher V6, faut que tu te mettes vraiment un objectif précis, quoi. Ouais. Et après, bah, le deuxième point que j'ai noté par rapport au mental, c'est d'apprendre la discipline. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait un peu en intro. Progresser, c'est long, ça demande des efforts, ça demande de réfléchir, ça demande de parfois être patient, de pas vouloir aller trop vite, de pas brûler les étapes, etc. Et tu vois, en tant que coach, ça c'est un truc où vraiment j'insiste beaucoup dessus parce que bah, on est tous humains, hein, tu vois, on veut tout de suite, Mhm. on n'est pas très Exact. patient, la dopamine, etc. Tu vois, on veut Surtout dans la flasher ça, société on dans veut laquelle faire on vit, là, c'est ça, exact. c'est ça, et du coup, en fait, apprendre la discipline, c'est hyper important. Et tu vois, moi, pour ça, bah, je fonctionne avec ce que je te disais un peu avant, avec la nutrition, le sommeil, etc., avec cette fameuse checklist quotidienne, Mhm. où en fait, ça te donne un score de réussite sur la semaine, où tu vois, par exemple, tu sais que cette semaine-là, tu as fait 80% du job. Et le but, c'est pas d'avoir 100%, parce que 100%, ça voudrait dire que tu es un robot et que tu es un athlète de haut niveau, tu vois. Mhm. Mais tu vois, si tu as 75%, ça veut dire que trois quarts de la semaine, tu as fait tout ce qui était en ton possible pour progresser le plus possible. Donc en fait, c'est largement suffisant Ouais. et ça va suffire en fait à avoir une progression qui est hyper saine. Et en fait, ça, pour le coup, c'est de la discipline parce que avoir 75% une semaine, tout le monde peut le faire, tu vois, être assez strict sur faire ses 10 000 pas, bien Mhm. dormir, bien manger, tout ça. Mais le faire, genre, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il y en a combien qui le font, tu vois. Il n'y en a pas Et en énormément, fait, c'est ça. ben voilà, et en fait, c'est ça qui fait la différence pour moi entre ceux qui progressent et où tu les vois, une année, ils sont, je sais pas, dans le V6, et 3 ans plus tard, tu les recroises, ils sont dans le V11, et tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tu analyses son entraînement, et tu te rends compte qu'il avait un plan précis, qu'il a optimisé son sommeil, qu'il a, je sais pas, réduit ses fréquentations qui étaient négatives. Par exemple, il avait un groupe d'amis où tous les soirs, tous les samedis soirs, il sortait en boîte de nuit, il buvait de l'alcool, alors qu'il aimait pas Ouais. ça, tu vois. Si vous aimez ça, c'est top, hein, tu peux le faire une fois par semaine. Après, bon, ça dépend de la quantité d'alcool que tu bois, mais c'est pas incompatible avec la progression. Mais voilà, c'est clair que Mais bah, ça l'alcool aide c'est pas pas. un bon truc. Ouais. Se coucher tard, ça aide pas. Enfin voilà, après faut le faire un peu en connaissance de cause. Mais en fait, tu te rends compte que cette personne-là, elle a optimisé beaucoup de trucs en fait dans son quotidien, et surtout qu'elle l'a fait pendant longtemps. Tu vois, elle l'a pas fait pendant 3 mois, elle l'a pas fait pendant 6 mois, elle l'a fait pendant 2, 3 ans, 4 ans. Et en fait, tu vois, c'est vraiment ce truc de en français, on dit un peu l'expression creuser l'écart. C'est-à-dire que Mhm. tu peux t'écarter de ce qui se fait de manière moyenne, on va dire, tu vois. Et ça, j'avais ce débat-là avec un ami. Bah, j'avais parlé de Jérémy en introduction, avec qui on avait fait un peu tout notre parcours dans l'escalade, etc. C'est que maintenant, en fait, dans la société actuelle, les standards, ils sont vraiment devenus très, très bas. C'est-à-dire Mhm. que tu vois, je dis un truc au pif, mais tu vas être vu comme un alien si tu manges bien. C'est-à-dire, tu manges des fruits, tu manges des légumes, voilà. Enfin, limite, les gens vont te regarder bizarrement en mode, mais attends, mais pourquoi ils mangent pas ça? Tu vas te coucher tôt, les gens ils te regardent mal en mode, mais mec, t'es fou. Regarde, il y a tel truc qui est sorti à la télé ou je sais pas quoi. Bah non, moi je préfère dormir, tu vois, et être en forme le lendemain pour m'entraîner. Et en fait, c'est pas du tout un jugement. C'est en fait juste c'est ce qui te fait le plus plaisir à toi. Et il y a des fois où il faut être un peu égoïste par rapport à ce genre de choses parce que si tu commences à écouter tous les gens qui te disent bah non regarde ça t'es complètement fou de faire ça, bah, en fait au final tu fais plus rien Mhm. et t'as plus aucune conviction personnelle. Et en fait moi c'est vraiment ce truc de tu vois enfin je dis un truc au pif mais tu vois par exemple la gymnastique vraiment le tu sais les agrès la discipline olympique Mhm. vraiment de la gymnastique en fait ça c'est un sport où t'es tellement obligé d'être discipliné que je connais personne qui soit ancien gymnaste qui a pas réussi sa vie, tu vois, genre qui est pas carré dans ses bottes, qui a pas une belle famille, un beau métier, Mhm. enfin, tu vois, c'est impossible, tu vois, de voir un ancien gymnaste, je sais pas, enfin, devenir, je sais pas, enfin, ouais, non, je vais pas prendre des exemples un peu trop Alcoolique extrêmes, mais ou ouais, ben voilà, ouais. je pensais à Là, on ça, met tu ça vois, mais dramatique, là, mais ouais. en fait, tu vois, c'est ça, c'est que en fait, on est tellement tombé dans des standards qui sont bas pour la population moyenne. Là, je parle, tu vois, vraiment en termes de, bah, genre, la majorité des gens sur la planète Terre. Et en fait, c'est juste qu'on est tombé dans des standards qui sont tellement bas. Et j'en parlais aussi avec quelqu'un d'autre à la salle récemment, où en fait, j'étais à Paris dans une salle et il y a quelqu'un qui allait voir le responsable de la salle pour lui dire,
que les blocs de la salle étaient trop durs. Tu vois, que le set de blocs était trop dur parce que d'habitude, il arrivait à faire telle ou telle cotation et que là, maintenant, il n'y arrive plus. Et du coup, limite, il réclamait aux responsables de la salle de faciliter les blocs, tu vois. Et du coup, tu vois, ça m'a choqué parce que je me dis, mais attends, moi, jamais de la vie, j'aurais fait ça. Moi, je me serais dit, bah attends, si les blocs, le niveau a augmenté, faut que je m'entraîne plus pour être capable de les faire, tu vois. Ben Enfin, oui, avoir cette mentalité de aller vers le haut, de tu vois. progression, Alors exact. que c'est ça. Alors que du coup, là, tu vois, la personne, elle était dans une optique où il est censé pouvoir les faire. Donc, on va baisser le niveau Je des veux blocs, que comme ça, tu il sera t'adaptes capable de à les faire. moi au lieu de moi m'adapter à la progression, C'est c'est ça, ça. exactement. Et en vrai, tu peux extrapoler ça dans plein de niveaux de la vie, même dans le business, etc. Mhm. Enfin, en fait, tu te rends compte que bah, il y a plein de gens qui font pas les bons efforts au bon endroit et en fait qui disent que c'est dur, mais en fait ils ont rien mis en place pour faciliter la chose, tu vois. Ils vont dire Mhm. ah mais non mais c'est trop dur de je sais pas de vivre de ma passion, tu vois. Je sais pas, je dis un truc au pif, t'as une Mhm. passion pour le dessin, tu vois, genre t'es Mhm. artiste dessinateur. Bah en fait maintenant avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc. Tu peux tellement tout monétiser que en fait vivre de ta passion, si Ben t'es oui, vraiment passionné et que t'as vraiment t'as du pas talent, tu vois, d'excuses en comparé à tant la que plupart tel des avec gens ce qu'on a aujourd'hui, c'est tu ça. voilà, c'est ça. Après, bien sûr, il y a des conditions particulières où Mhm. ça dépend de ton milieu familial, ça dépend de ton pays d'origine, etc. Enfin, il y a des trucs qui vont te ralentir dans la vie, on va dire. Mais tu vois, genre, pour moi, tout le monde, euh, enfin, la majorité des gens, tu vois, je vais pas dire tout le monde parce que, bah, il y a des cas, toujours des cas particuliers, mais on va dire, allez, au moins 90% de la population mondiale, est capable de faire des choses vraiment bien, tu vois, et de se démarquer du reste. Mhm. Et en ayant cette mentalité d'être discipliné, tu vois, de se dire, OK, bah, si tout le monde mange mal, bah, moi, je vais manger bien, comme ça, je m'écarte du reste, tu vois. Je me dis, bah, voilà, moi, je vais être en forme, je vais être en bonne santé. Ouais, enfin, là, je me On perds est un peu dans les reparti. explications, Mais là, on avait parlé mais tu vois, du mental, c'est ça. c'est vraiment le Mental et mental. Le tactique. mental, c'est du coup, si je résume vraiment, le mental, c'est avoir un objectif et avoir de la discipline par rapport à cet Mhm. objectif. En gros, d'être conscient de ce que ça va te coûter d'atteindre cet objectif, que ce soit financièrement, parce que bah, je sais pas, faut payer l'abonnement à la salle, faut payer les Mhm. chaussons, faut éventuellement payer un coach. Enfin voilà, Mhm. il y a un budget aussi à allouer à ça, tu vois, c'est pas non plus anodin. Mais ça va te coûter aussi bah, du temps, de l'énergie, de l'implication, etc. Et tout ça, en Mhm. fait, faut pas du tout le minimiser et il faut se dire, ok, bah voilà, je suis conscient de ce que ça va me coûter. Est-ce que je suis prêt à l'investir ou pas? Et après, let's go, tu vois. Et après, t'es inarrêtable. J'aime T'es ça. inarrêtable parce que t'as un objectif, tu te dis que t'es prêt à faire les efforts nécessaires. Et en plus, bah, du coup, si après t'as un coach, bah, t'as vraiment le plan pour y aller, en fait, et t'as juste à Mhm. suivre les étapes. Et en fait, tu ne peux pas échouer, en fait, c'est juste impossible. Ou alors, si t'échoues en route, c'est qu'il y a eu un événement perturbateur qui a fait que t'as dû changer de cap, tu vois. Mais souvent, bah, juste en changeant de cap, comme tu disais, on fait un petit On détour et après on revient. revient sur le droit chemin. C'est ça, tu vois. Et il faut pas du tout culpabiliser je sais pas, de moins grimper pendant 3 mois parce que là, dans ton business, c'est compliqué et il faut que tu fasses certaines choses. Mhm. Et en fait, bah, après, c'est pas grave parce que tant que t'es pas blessé, bah, si tu reviens Tu peux au moins progressivement, tu vas continuer, oui. retrouver très vite. C'est ça. Alors que tu vois, si tu essayes de tout faire en même temps et que tu es pas objectif et que tu te dis, bah non, c'est bon, là, je vais y arriver, je vais continuer à m'entraîner à fond, même si je suis stressé à côté, bah en fait, souvent, ça marche pas et c'est là aussi où le mental, ça joue beaucoup, c'est que faut Mhm. savoir connaître ses limites aussi et ça, c'est très, très dur. Mais J'aime ouais, ça. voilà. En gros, avoir un objectif et avoir de la discipline parce que c'est trop important et surtout d'élever ses standards, tu vois. D'élever ses standards parce que ça, c'est aussi un truc où je me dis, c'est une image. Alors, je sais plus où est-ce que je l'ai vu ce truc-là, mais c'est un gars qui avait dit quand je suis le plus fort dans la pièce ou dans la salle, je change de salle. Je suis pas dans la En bonne gros, tu salle, vois, ouais. c'est ça. En gros, c'est vraiment de se dire que si t'es le plus fort à un endroit faut que tu sortes de cet endroit parce que tout va te tirer vers le bas, tu vois. Alors que si tu vas Mhm. dans une autre salle à côté et que là-bas, bah, c'est toi le plus faible de la salle, mais que t'es avec des gens plus forts. Ça va te Après, tu vois, tirer quand je vers dis le la haut. salle, c'est pas forcément que la salle d'escalade, tu vois, ça peut être tous les domaines de la vie. Ouais. Euh, Bah, en fait, ça va te tirer vers le haut. Et moi, c'est vraiment ça, tu vois, que j'essaye aussi de transmettre dans les coachings, c'est que s'entourer des bonnes personnes, c'est hyper important. Et après, ça veut pas dire non plus qu'il faut supprimer les personnes qui étaient déjà là au début et qui Mhm. sont pas forcément un impact négatif, tu vois. C'est juste des personnes qui sont importantes dans ta vie. Peut-être qu'elles te tirent pas vers le haut, mais elles te tirent pas vers le bas non plus, tu vois. Mais bah, elles t'apportent beaucoup de choses aussi parce que bah, c'est tes amis, etc. Tu vois, enfin voilà, il y a tout ça à pas négliger. Il faut pas se dire ah bah attends, mon meilleur pote, il grimpe pas V10, j'arrête de fréquenter Je lui ce parle mec-là, tu plus. vois. Ouais, voilà, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais tu vois, c'est clair que si actuellement tu grimpes V8 et que tu es entouré que de personnes qui grimpent V4, V5, il y a Mhm. rien qui va te pousser à aller essayer des V9, des V10, enfin à part de toi-même, tu vois, et Mhm. tu vas être beaucoup moins enclin à réaliser ça. Alors que si tu te mets à grimper avec des gens qui grimpent V10, V11 et que tu es le grimpeur de V8 du groupe, tu vas te dire non mais attends,
genre là, je suis le plus faible du groupe. Faut que je me Comment botte elle le fait pour cul un peu là pour. progresser? C'est ça exactement. Et après, bon, faut pas tomber dans les extrêmes non plus parce que quand ça t'arrive, t'as envie de progresser un peu trop vite, etc. Donc, faut être un peu le faire de manière réfléchie. Ouais. Mais tu vois, ouais, s'inspirer des grimpeurs qui sont proches de toi en termes de géographie, je parle, et voir un peu, bah, essayer de sociabiliser avec les gens qui sont un peu plus forts, etc. Moi, c'est un truc que j'avais beaucoup de mal à faire au début parce que bah, tu sais, je me sentais pas légitime. Tu sais, j'étais un peu l'intrus dans la salle d'escalade. Mhm. Je venais pas de l'escalade, donc je connaissais pas trop le milieu, etc. Et tu vois, j'osais pas aller parler aux gens, leur dire, bah salut, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Est-ce qu'on peut essayer le bloc ensemble? Est-ce que tu as des petits conseils vite fait, etc. Tu vois, et en fait, c'est tous ces trucs-là où en fait, bah après, tu crées des relations sociales et après, bah, c'est des personnes qui peuvent même carrément devenir des amis après, tu vois, des vrais C'est amis vrai. outre la grimpe, tu vois. Mhm. Et ouais, non, hyper important. Et ça, pour moi, tout ça, ça rentre dans le côté mental. Et tu vois, là, ça n'a rien à voir avec le mental pendant l'escalade. Mais ça a Exact. tellement un gros impact. Ça a tellement un gros impact que pour moi, je le mets en numéro un parce que bah, si t'as pas cette mentalité-là, bah, très vite, tu restes dans ta zone de confort. Dans les blocs, tu vas pas te pousser. C'est-à-dire que si t'arrives pas à faire quelque chose, tu vas dire, oh, bah, j'arrive pas, c'est pas trop grave. Bah, c'est la vie, tu vois. Et en fait, bah, tu vas pas te dire, bah non, j'y arrive pas parce que, ok, hier soir, je me suis couché trop tard, j'ai pas assez bien récupéré. Donc, faut que je change un peu cette habitude-là. Et tu vois, ça, c'est très, très dur à faire parce que tu te rends compte, en fait, que tu es en bataille avec toi-même. Tu es en bataille Mhm. contre toi-même. Et t'as ta petite voix dans ta tête qui te dit, bah, vas-y, là, va faire ça, ça va te faire plaisir à l'instant T, et va pas te coucher tôt. Et t'as l'autre voix dans ta tête qui te dit, bah, va te coucher tôt, focus sur tes objectifs parce que là, quand tu vas sortir ton V10 ou ton V11, tu vas repenser à tout ce que tu as fait et tu vas te dire, ça valait le coup de le faire. Et je suis fier de moi de l'avoir fait, tu vois. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que enfin, c'est aussi outre, enfin, tu sais, ça bypass un peu tout ce système de capitalisme où tu te dis, ouais, mais c'est grâce à l'argent que lui, il est là ou il est là. Bah non, là, c'est grâce à tes efforts. Exact. C'est toi-même qui as fait les efforts. Tu sais, il y a personne qui peut grimper à ta place. Tu Mhm. peux pas payer quelqu'un pour faire le truc à ta place. Enfin, et ça, je trouve ça tellement satisfaisant, bah, justement, comme on disait, dans cette société où on est très sédentaire, où tout vient instantanément, etc. Tu vois, on a plus ce goût de l'effort. Et moi, je trouve ça trop intéressant de repasser par ce process-là via le sport, tu vois, que ce C'est soit vrai. l'escalade ou peu importe quel autre sport. Et c'est trop important. Et après, bah, ça crée des trucs dans ton cerveau, même par rapport à la dopamine et tout. En fait, quand tu vas faire bah, quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça va tellement te satisfaire que ça va être 1000 fois la satisfaction que tu aurais pu avoir je sais pas, en faisant n'importe quelle autre activité ou en ayant du plaisir instantané, tu vois. Mhm. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout un jugement parce que je comprends les gens qui le font pas. Et tant que eux, ils sont heureux comme ça, tu vois, je considère qu'il n'y a pas de problème. Bah voilà, je me perds un peu, mais pour moi, le C'est mental, c'est parfait. vraiment tout ça. Et ouais. Dernière question. Là, on a parlé du mental. Comment est-ce que tu fais pour évaluer le progrès justement de tes athlètes à travers leur cycle d'entraînement? Puis aussi peut-être au niveau technique, qu'on n'a pas encore qu'on a effleuré le sujet sur Ouais. la progression. Je commence par la technique parce que c'est hyper Ouais. important. Moi, je fonctionne avec les retours vidéo, c'est-à-dire que bah, les personnes que je coach, elles m'envoient leurs vidéos quand elles grimpent Mhm. et je leur fais des retours techniques. Euh, Enfin voilà, ça c'est hyper large parce que je peux pas. Enfin, en fait, tu vois, faudrait que je te montre une vidéo pour dire ok, bah là, moi, je vois ça, 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 je vais Ouais. lui dire ça. Mais en fait, l'analyse vidéo, c'est un truc que vous pouvez faire vous-même, juste en vous filmant et en vous auto-évaluant. Et tu vois, moi, ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est de se filmer au moins sur quelques blocs dans sa séance, tu vois. Mhm. Tu demandes à quelqu'un de te filmer au moins un bloc dans la séance où tu es soit dans ton niveau max et tu veux vraiment voir comment tu galères un peu dans le bloc, ou alors dans ton niveau flash où tu fais du volume, comment tu bouges, tu vois, est-ce que tu es fluide, est-ce que tu réajustes pas les prises, est-ce que tu respires bien, est-ce que tes pieds ils sont bien placés, t'as pas d'hésitation, comment tu gères ton rythme, vraiment tous ces points-là. Et tu vois, pour le coup, moi j'ai pas de critères objectifs Sur la technique. sur l'analyse technique. Je OK. vais pas dire OK, il faut que il se passe ça ça ça. En fait, c'est vraiment du pur C'est tellement subjectif subjectif, c'est ça, où exact. voilà, c'est ça. Vraiment, tu vois, la personne m'envoie sa vidéo ou ses vidéos d'ailleurs, hein, quasiment à toutes les séances, Mhm. et je vais lui dire OK, bah ça c'est bien. Là, par exemple, tu galères avec les croisés, tu vois, je sais pas, quand tu Mhm. croises, en fait, je vois que t'as pas assez de mobilité d'épaule ou tu galères à croiser. Bah on va travailler là-dessus, tu vois. Ce bloc-là, tu vas le faire 5 fois d'affilée en essayant de faire que le croisé, comprendre vraiment bien qu'est-ce que t'arrives pas à faire, mieux placer tes hanches en dessous des prises. Euh, Vraiment, tu vois, ouais, pour moi, la technique, c'est vraiment analyse vidéo parce que bah, du coup, moi, je fonctionne quasiment que à distance. Mhm. Mais sinon, après, bah, c'est l'analyse de la technique en live, hein, et ça passe aussi par le retour vidéo. Tu vois, quand je fais des séances Mhm. en présentiel,
je filme les personnes je filme les gens que je coach quand ils grimpent avec le trépied et tout, tu vois. Et puis après, j'analyse la vidéo devant eux en disant, bah regarde là ton pied, ceci, cela. Et c'est beaucoup plus visuel que juste Ouais. la personne elle tombe et tu lui dis bah ça tu l'as mal fait, tu vois, elle arrive pas forcément à visualiser ce qu'elle a mal Mhm. fait. Alors que si tu lui montres, tu vois, sur la vidéo, bah non regarde là ton pied il est à côté de la prise et qu'elle l'avait pas senti, elle dit ah ok bah là la sensation que j'ai eue c'est parce que mon pied il était trop C'est loin de la vrai. prise, tu vois. Et donc, ouais, franchement, analyse vidéo et du coup, bah, c'est de la confiance. C'est-à-dire que bah, les personnes que je coach, ils font confiance à mon jugement. Et Mhm. après, moi aussi, je leur fais confiance dans le sens où tu sais, je leur dis vraiment que bah, mon jugement, il est subjectif, que je suis pas expert technique, enfin, en tout cas, jusqu'à un certain niveau, tu vois, je dis un truc au pif, mais quand tu grimpes facilement dans le V8, je pense que tu es quasiment expert technique jusqu'au, je sais pas, V4, V5, tu vois. Exact. Euh, et donc, tu vois, on va dire, c'est ça aussi pour moi qui dicte un peu le choix de ton coach. C'est que tu regardes à peu près le niveau dans lequel tu grimpes, le niveau auquel tu veux prétendre grimper, et tu regardes en fait si les compétences de la personne, elles sont en adéquation avec ça. Et tu vois, moi, par exemple, on m'a souvent demandé pourquoi je faisais pas du coaching avec la fédération, avec des athlètes de haut niveau, etc. Bon, déjà parce que c'est pas accessible, c'est un milieu qui est très fermé, mais ça, c'est Mhm. pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que bah, j'ai jamais fait de compétition à haut niveau, j'ai jamais grimpé à haut niveau, tu vois, par rapport à ma Mhm. catégorie d'âge, etc. Donc en fait, je pourrais pas me sentir légitime de donner des conseils à un grimpeur qui grimpe beaucoup plus fort que moi, qui a un meilleur mental que moi. Tu vois, c'est aussi ça, c'est que en fait pour moi, c'est pour ça que dans le coaching, tout le monde a sa place. Si jamais vous écoutez le podcast et que Mhm. vous vous dites, bah non, moi je grimpe pas assez fort pour devenir coach, tu vois, tu peux être coach de débutant en grimpant seulement V4, V5, tu vois. Et tu peux Mhm. être un très bon coach parce que tu es très pédagogue, tu vas très bien leur apprendre la technique, les bases, etc. Mais par contre, quand tes clients, ils arrivent à peu près à ton niveau, bah souvent, si toi-même, t'as pas réussi à dépasser ce palier-là, c'est qu'il y a des trucs que tu sais pas, des trucs que t'as pas expérimenté. Exact. Et faut juste être honnête avec soi-même, tu vas se dire, ok, bah mon niveau max c'est ça. Peut-être que j'y arrive pas à l'augmenter parce que ceci cela, mais bah ok, si je donne des conseils à des gens, il faut que ces personnes-là bah, me sentent légitime. Et souvent la légitimité, elle passe par ce truc de, faut Mhm. que la personne sache entre guillemets que bah tu as plus de connaissances que elle, et aussi par les résultats clients. Tu vois, même si t'es coach de haut niveau et que t'as pas grimpé à haut niveau, si les personnes que tu coaches elles font des résultats de fou, c'est que ok tu connais ton domaine et que Exact. bah, toutes les personnes que tu coaches ont des bons résultats. Après il y a toujours des anomalies, tu vois, que ce soit positives ou négatives, mais tu vois, si sur 10 athlètes que tu as coachés, il y en a 9 qui sont au niveau Coupe du Monde, bah même si toi t'as jamais été au niveau Coupe du Monde, bah c'est peut-être qu'il y a un truc, tu vois. Et Mhm. après faut pas aussi oublier le biais du fait que bah souvent les coachs arrivent au moment où les athlètes sont déjà forts. C'est-à-dire que, tu vois, là, par exemple, moi, récemment, je coach une jeune compétitrice. Elle a 17 ans et tout, tu vois, et elle est déjà très, très forte. C'est-à-dire que même sans moi, elle était déjà forte. Et après, tu vois, c'est pas grâce à moi qu'elle va devenir plus forte. Enfin, elle s'améliore grâce à mon coaching, tu vois, mais je sais que bah, même si je l'avais pas coachée, elle aurait continué à s'améliorer parce que bah, elle aurait pu mettre en place certaines choses, elle avait encore de la marge de progression, mais le fait bah, d'être accompagnée, ça lui permet de vraiment se délester de toute cette charge, de se dire ok, Mhm. je fais confiance à la personne, au processus, etc. Et, euh, et du coup, souvent, c'est ça qui fait la différence aussi avec bah, les athlètes et les non-athlètes, c'est qu'ils arrivent à faire confiance justement aux personnes qu'ils estiment qui ont de l'expérience, tu vois, Ouais. et en oubliant un peu ce côté niveau max, on va dire, parce que ça veut tout et rien dire, mais il faut juste ouais avoir les connaissances et après se sentir légitime. Et pour se sentir légitime, ça peut prendre des années, tu vois, ça peut prendre 5 ans comme ça peut prendre 3 mois, tu vois, où tu dis ok bah c'est bon, j'ai ma méthode, je sais Ouais. je peux faire progresser les gens euh, bah let's go, je me lance. Et ouais, du coup, moi, c'est vraiment un conseil si je peux donner à des gens qui veulent se lancer dans le coaching. Il y a de la place un peu pour tout le monde parce que c'est un marché qui est en pleine expansion. Et faut juste trouver un peu sa clientèle en Sa termes de niche. cible par rapport à Ouais. ouais par rapport à un niveau, par rapport à un objectif précis. Tu vois, tu peux te spécialiser que dans les grimpeurs d'extérieur, par exemple. Tu peux te spécialiser que dans les grimpeurs de salle, dans les grimpeurs qui veulent faire de l'entraînement hybride, tu vois, qui veulent un peu grimper, un peu faire de la musculation, tout ça. Enfin, en fait, il y a tellement de modes de pratique différents que vraiment je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et après, tu peux être expert dans ton domaine et de pas du tout être compétent sur un autre. Moi, tu vois, par exemple, je sais que j'ai pas du tout la patience et la pédagogie de coacher des débutants. Je trouve ça horrible de répéter tout le temps les mêmes conseils de base. Mhm. Tu vois, en fait, je sais que mes connaissances sont à un niveau supérieur et que je peux aider des personnes qui sont au niveau supérieur. Donc, j'arrive pas à être pédagogue avec les débutants, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, c'est juste, je me dis, ok, bah, je suis pas compétent là-dedans. Ben, tu Bah, sélectionnes tes propres faut clients que juste pas que je tu le fasse. recherches. Ouais.
C'est ça exactement. Et il faut juste être honnête avec ça, tu vois. Essayer de faire un peu une analyse en se disant, ok, bah moi je sais que je suis pas pédagogue avec les débutants, tu vois. Donc pour moi débutant, je dirais au moins, allez, au moins un an d'escalade, tu vois, vraiment sérieuse. Mhm. Bah, je sais que la personne, en fait, elle a beaucoup plus à apprendre en allant voir d'autres personnes ou même en apprenant par elle-même que tu vois en venant me voir pour vraiment un coaching hyper détaillé, etc. Tu vois, où en fait, elle a pas besoin de tout ça et juste faire des trucs très basiques et se focaliser un peu sur sa pratique, ça peut déjà l'amener à un très très bon niveau. Et Mhm. après, éventuellement, tu vois, quand elle a commencé un peu à s'entraîner, qu'elle stagne, etc. Bah là, tu vois, moi, je vais l'aider à débloquer sa progression parce que bah, elle sait déjà un peu s'entraîner, elle sait déjà comment faire les exercices, mais elle a pas la structure, tu vois. Et Mhm. c'est ça qui fait la diff. Crime. J'adore ça. Et après, non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ben c'est ça que je disais. Qu'est-ce que t'allais Et dire? après, du coup, bah, Ouais. pour la deuxième partie de la question, Ouais. c'était, Comment tu fais pour voir le enfin, du progrès, en coup, fait, de ton c'est monde? ça. Bah, du coup, sur la partie technique, c'est purement subjectif. Et des fois, c'est les personnes, tu vois, qui me disent, ah bah là, j'ai senti que j'ai débloqué un truc, mentalement, physiquement, etc., tu vois. Et sinon, via les tests physiques. Vraiment, si tu as gagné 10 kilos sur ta traction ou 10 kilos sur ta suspension, en 3 mois, tu vois, bah, tu as forcément progressé, tu vois. Parce que tu as fait exactement le même test, tu es capable de faire plus. Donc Mhm. là, pour le coup, tu vois les chiffres et on dit souvent que les chiffres, ils mentent pas, tu vois. Ouais. Si tu as 10 kilos de plus sur ta suspension, tu les as pas inventés, les 10 kilos, tu vois. Ils sont là Exact. et, euh, et donc, ouais, ça fait une différence énorme après sur ton niveau et sur ton potentiel, etc. Donc, voilà, moi, c'est un peu comme ça que je mesure la progression. Et après, c'est vraiment, tout le monde est différent, donc bah, chacun a ses objectifs. Et voilà, c'est juste une histoire de motivation, de discipline, d'avoir un objectif et d'être discipliné. Tu vois. Ouais. Vraiment, tu te dis, OK, mon objectif, c'est ça. Et ben, 70% de ce que je fais, ça doit être dirigé vers cet objectif. Et Mhm. les 30% restants, bah, c'est OK, du plaisir, des séances fun, des séances où je me prends pas la tête. Tu Mhm. vois, enfin, faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Mais voilà, après, plus ton objectif est ambitieux, plus tu es obligé de tomber dans les extrêmes. Parce que bah, en fait, les gens qui sont à ce niveau-là, ils sont extrêmes par définition, tu vois. Mhm. Donc c'est juste ça aussi, tu vois. Et puis après, extrême, c'est très subjectif. Il y en a pour qui grimper un V10, ça va être de l'échauffement, et Exact. pour qui bah, ça va être l'objectif d'une vie, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là aussi où bah, l'escalade, c'est tellement vaste que vous prenez pas trop la tête, et surtout comparez-vous à vous-même, et surtout en termes de métriques, tu vois. Par exemple, bah, sur les tests physiques, ça se trouve, le niveau de ta salle, il est en constante augmentation, et tu Mhm. as l'impression de stagner dans les V6. Et en fait, si tu testes ta force doigt, tu te rends compte que tu as gagné 20 kilos sur les 12 derniers mois. Et en fait, c'est peut-être Ouais. juste que le niveau de ta salle, il a beaucoup augmenté, mais objectivement parlant, t'as pas forcément stagné, tu vois. C'est juste, Mhm. ça se trouve, bah, si tu vas dans une autre salle, bah, tu vas te rendre compte que tu arrives à flasher des trucs que tu n'arrivais pas à flasher avant. Et c'est Ouais. aussi pour moi un très gros axe de progression, c'est d'essayer de changer de salle, d'aller grimper un peu en extérieur. Vraiment, en fait, plus vous allez varier les modes de pratique, plus vous allez progresser parce que vous allez vous exposer à différents stress, vous allez sortir de votre zone de confort. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, il faut pas tomber dans le surentraînement, dans le fait Ouais. d'aller faire 6 séances par semaine dans des salles différentes. Voilà, faut le faire de manière un peu structurée, on va dire. Mais c'est Exact. un super bon conseil. Et enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup fait progresser d'aller dans plein de salles différentes. Vraiment, ce truc que je disais tout à l'heure, où quand t'as l'impression que t'es le plus fort de la salle, parce que c'est toujours qu'une impression, il y a toujours plus fort que toi, tu vois. Bah, quand t'as l'impression que t'es le plus fort de la salle, changer de salle ou alors bah, changer de mindset pour continuer de progresser, tu vois, c'est hyper important. Après, bon, bah, géographiquement, des fois, c'est dur de changer de salle. Mhm. Mais après, voilà, c'est une autre contrainte, ça dépend de tes objectifs. Enfin, voilà, après, faut tout mettre en corrélation, quoi. J'adore ça. Crime, ça a passé vite. Ça fait déjà un bout Ouais, qu'on ouais. parle. Euh, Ouais, bah, en vrai, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec les podcasts, c'est on que, pourrait parler pour vrai ouais, c'est d'entraînement puis ça, ça pendant je des pourrais heures, parler là. pendant des heures, et surtout si on Euh, commence à rentrer dans la philosophie d'entraînement, ben oui, dans le truc de la force doigt et tout, mais ouais, tu vois, j'adore voilà, moi, ça. c'est un peu comme ça que je vois les choses, et moi, en tant que coach, ouais, je suis vraiment là, bah, pour accompagner les personnes à Ben atteindre leur justement, objectif, tu vois, c'était ma prochaine question. Tu sais, c'est où qu'on peut te trouver, là, j'imagine que est-ce que tu prends des nouveaux clients présentement? Alors présentement, il me reste très peu de place, mais peut-être en fonction de la date à laquelle sort l'épisode, peut-être j'aurai plus de place ou quoi. Il va Donc, sortir tu vois, dans j'ai 10 pas envie jours de à peu dire, près, l'épisode. Fait ok, bah que, ouais. je pense que j'aurai plus beaucoup de place de dispo, mais après, par contre, je propose toujours un service de visio qui est OK. gratuit pour le premier appel en tout cas, où en fait, bah, pendant ce premier appel, tu sais, je prends le temps de connaître la personne, évaluer un peu sa situation, ses problématiques. Et au moins, tu vas lui donner les conseils de base, même si je peux pas la prendre en coaching parce que j'ai trop de clients à l'instant T. Bah, en fait, de réserver cet appel pour voilà que je vous fasse un petit bilan vraiment parler de vous quoi. Là pour le coup c'est pas moi Mhm. qui vais parler pendant 2 heures, c'est plus vous qui allez parler pendant 1 heure. Mais
Mais ouais, voilà, je propose ce petit service de visio gratuit. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon Instagram. Il Mhm. y a les liens qui sont dans ma bio. Donc c'est le lien Calendly pour prendre rendez-vous. Ouais. Voilà, tout simplement. Le Et puis nom, c'est après, Léo Pazek. L-E-O c'est ça. espace P-A-S-E-K. Si je me Ouais, suis. c'est C'est ça. ça. OK, good. Et du coup, après, sinon, bah, retrouvez-moi directement sur le Vertical Podcast, sur toutes les plateformes, même sur YouTube. Je Yeah. poste souvent les vidéos aussi sur YouTube parce que je trouve ça cool des fois d'avoir un peu le support vidéo, puis même après pour faire les réels à reposter sur Insta et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Mais voilà, surtout n'hésitez pas. Le service de visio, bah, le premier appel, il est gratuit tout simplement. Et après, bah, en fonction de ce que j'évalue, je peux vous donner des conseils hyper pertinents par rapport à votre situation, votre objectif, etc. Cool. Ben écoute, pour vrai, merci d'avoir pris le temps, Léo, d'avoir été là. Je suis sûr qu'on va refaire d'autres épisodes de podcast dans la Ah, moi, prochaine je suis saison, chaud. là. On pourrait parler justement, on pourrait rentrer dans un prochain épisode justement de la force de doigt dans toutes les positions possibles. Ça, je pense qu'on en aurait pour un autre 1 heure et demie, 2 heures à parler de ça. Mais pour vrai, merci d'avoir pris le temps d'être là sur la Voix des grimpeurs podcast. Puis justement, je pense qu'on va aussi republier ce podcast-là sur le Vertical Podcast. Fait que ça va être vraiment cool que les gens du Québec puis de la France puissent apprendre à connaître les personnes justement qui créent du contenu en escalade en français. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose Ouais, qui est clairement. vraiment cool. Puis, ça fait que si vous avez aimé l'épisode, monsieur, madame, tout le monde, ça nous aiderait énormément si vous pouviez repartager à des amis si vous pensez que ça peut aider quelqu'un à progresser. Si c'est quelqu'un aussi que vous pensez qui aurait besoin d'un coach en escalade, je pense qu'avec tout le contenu que Léo t'a envoyé aujourd'hui, il y a beaucoup, 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 beaucoup de valeur, je pense, que les gens peuvent avoir de ça. Fait que merci encore. Puis Bah, merci à toi. C'était un plaisir de faire l'épisode et peut-être une interview dans l'autre sens la prochaine fois où je t'interview pour mon peut-être podcast. Ça bien. pourrait être hyper intéressant. Ça serait Mais très, très, parce très, que ouais, très c'est vrai cool. qu'au final là, j'avais vraiment envie de te retourner les questions à chaque fois. Mais Ouais, après, bah du coup, le podcast aurait duré 4 heures. exact, Mais ouais, c'est ça. ça pourrait être hyper intéressant de soit de refaire d'autres épisodes, soit que moi je t'interview du coup sur le Vertical Podcast vraiment Ouais. dans l'autre sens. Mais en tout cas, ouais, merci pour ton temps et pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Hell yeah! Fait qu'à la prochaine.